Si Bien, quelqu'un bonsoir à m'entend, tous est-ce et qu'on peut faire un test bienvenue son? dans ce débat, le deuxième du genre, sur ce monde d'après. Vous savez qu'on essaye d'esquisser de séance en séance. Alors le monde d'après, la ville d'après, j'oserais pas dire l'architecture d'après, parce que là, ça serait vraiment une grosse provocation. Mais quoique, on va parler de l'architecture dans ce climat. Le dernier débat a réuni 3600 personnes qui nous ont suivis, je tiens à le dire, ce qui veut dire que ce sujet-là est fort. Le débat de ce soir, il est anglais de telle manière qu'on va essayer de vous faire réagir face aux défis. C'est pas rien, aux grands défis que toute notre civilisation rencontre, c'est-à-dire le climat, l'écologie, la santé. On va voir quelles seraient les réponses architecturales et quelles sont aussi les réponses politiques que vous attendez. Alors dans l'histoire de l'architecture, il est évident que rien qu'au XXe siècle, le mouvement moderne, déjà, il avait pas mal travaillé la question sur la lutte contre les îlots de chaleur, les pilotis pour faire circuler l'air, et puis d'autres architectes, pas du tout affiliés au mouvement moderne. Je parle à Hassan Fathy, justement, en Égypte. Alors évidemment, ce n'est pas dans nos métropoles européennes, mais malgré tout, c'est une leçon, toujours le travail d'Hassan Fathy, le travail d'André Ravero dans le Mzab, donc dans des conditions extrêmes, et puis plus proche de nous, des gens comme Gilles Perrodin, qui, avec son travail sur la pierre et autres, et puis évidemment, on n'oubliera pas, on aura une pensée particulière à Françoise Jourda, qui a été une militante absolue de ce travail, donc de cette réflexion sur le développement durable. Mais là, on va essayer de dépasser ce terme pour justement voir comment il s'applique dans les territoires. Alors, on a la chance d'avoir un panel d'architectes très différents. Je vais commencer par Alicia Orsini, qui est donc architecte en Corse, Corté, donc l'agence Orma, qui travaille justement dans des territoires avec des projets, et on sait bien qu'il n'y a pas de petits projets. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment, ça fait sens là où ça se passe, si je puis dire. Brigitte Métra, qui elle est établie à Paris, mais qui pourrait nous parler aussi des territoires du Jura qu'elle connaît très bien. Simon Tessou, qui est architecte dans le Cantal et qui, par ailleurs, dirige l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Donc là aussi, la transmission, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la transition écologique? Est-ce qu'on peut enseigner comme avant? Ça sera une des grandes questions qu'on peut poser. Marc Barani, qui est notre niçois, notre agent à Nice, mais qui est tellement à Paris que maintenant on va l'intégrer à notre famille. Et puis Denis Dessus, que je salue et que je remercie, qui lui est en Ardèche et qui ne pouvait pas être là ce soir physiquement, mais qui ne va pas quitter ce débat. Il va intervenir et donc surtout qu'il nous fasse signe quand il veut justement contredire l'un de nous ou au contraire contribuer à la réflexion. Oui, on voit le signal. Salut Denis. Alors je vais peut-être commencer par toi. Comment ce monde d'après, comment tu le vois? La dernière fois, les journalistes qui étaient autour de cette table, les critiques d'architecture, ils n'étaient pas là pour critiquer des bâtiments comme on le fait d'habitude, dans une sorte de masque et la plume, mais ils étaient là pour essayer de voir comment ils avaient capté toutes les interviews qu'ils avaient faites auprès de maîtres d'ouvrage et d'architectes sur comment ils avaient vécu le confinement, puis surtout comment on pouvait, est-ce qu'il y avait vraiment un monde d'après qui s'esquissait? Et tout de suite, la question du logement, la question des bureaux, la question des lieux hybrides, les nouvelles typologies, ça a été les grands thèmes du débat de la semaine dernière qui montrent que c'est que des questions ouvertes. Car comme l'a dit Philippe Trétiac, on ne peut pas demander aux architectes de tout faire. On leur demande d'être sur le social, sur le philosophique, sur le technique, sur le spatial et autres. Et c'est peut-être juste un peu trop, mais quoique, on sait bien qu'un architecte, c'est un homme de synthèse, une femme de synthèse. Donc, femme de synthèse, Brigitte Métra. Alors merci, c'est un défi. Alors moi je vais commencer par l'expérience, qui est l'expérience de ces 2 mois inédits où tout s'est figé, parce qu'en fait effectivement on a tous été sidérés, inattendus, inimaginables 6 mois auparavant. C'est un film de science-fiction auquel on n'aurait pas pensé, et c'est aussi un wake-up call, c'est-à-dire impuissance mondiale, impuissance de la technologie,
impuissance de la technique, de la science, de l'humain. L'homme tout-puissant, c'est fini. Pendant 2 mois, c'était terminé. Une égalité mondiale, on était tous égaux face au virus et à cette menace. Couleur, âge, enfin, de tout. Tout le monde entier était à la même enseigne. Et je pense que ça nous a ramené à des éléments, donc à cette fragilité humaine et à cette force en même temps, parce qu'on a vu des choses se révéler, une adaptabilité incroyable, une innovation. Enfin, moi, les sacs poubelles des infirmières, ça m'a vraiment touché aux larmes. Donc, on a vu cette résilience. Les hommes, c'est eux, c'est pas les systèmes, c'est pas l'hôpital, c'est pas le système. Les systèmes que les hommes ont mis en place qui a bien résisté, c'est les hommes, c'est le monde médical, c'est les gens. Et on a tous joué le jeu et on était adaptables. Les Français réfractaires ont tous joué le jeu et on a su faire, on a su s'adapter. En 2 mois, moi en une journée, l'agence, elle était chez elle. Tu prends l'ordi, tu fais ci, tac, tac, moi je fais ci, je fais ça. C'était fait. Du matin à midi, on avait le truc. Le soir, il n'y avait plus personne à 19h. Et après, téléphone, installation, on a su en quelques heures s'adapter. Et tout le monde l'a fait. Donc je dis, on peut changer aujourd'hui. On a un défi, on a une trajectoire. Il y a 50 ans, je me rappelle, j'étais gamine, Luc Dumont, je ne sais plus qui, l'écologiste, nous prévoyait ce qui se passe aujourd'hui, il y a 50 ans. On n'a pas écouté, sauf quelques illuminés qui étaient les écolos de l'époque. On n'a pas écouté, on en est aujourd'hui avec l'urgence climatique qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec cette crise, comment voir le futur? Je pense qu'on a une trajectoire, il faut écouter les scientifiques et nous, architectes, 40% des émissions de gaz à effet de serre, on a une responsabilité pour inverser les tendances. Donc on doit construire autrement, penser autrement, mais penser aussi la ville autrement. Donc là, je pense qu'on parle des métropoles. Moi, je suis à contre-courant. La densité, on en parle, mais moi, elle m'étouffe quelque part. Donc il faut densifier, mais intelligemment. Il faut peut-être inventer de nouvelles formes de densité, plus aimables, désirables et agréables. Et là, on l'a vu, on revient à l'humain. De quoi avait-on besoin pendant cette période? Les sens, les 5 sens, air, eau, enfin de la vue, du soleil, de l'air, des espaces extérieurs, donc ça c'est le lié au logement, mais des espaces traversants pour voir le soleil le matin, le soir, l'après-midi, pouvoir circuler, de l'espace, des mètres carrés, des mètres cubes, tous les besoins essentiels que tous les architectes disent depuis des années, mais que les promoteurs nous empêchent de construire. Donc là j'en viens au monde d'après, il faut changer le système. Tout le monde dit que le capitalisme est à bout de force, est à bout de course, donc il faut peut-être le réimaginer. Je ne suis pas pour le système soviétique. Mais je pense que c'est le moment de réimaginer une économie qui soit centrée sur l'humain et non pas sur les profits de quelques-uns. Donc là, c'est effectivement, on parle déjà de la sociologie, de la politique, donc il faudrait que les architectes fassent plus de politique. Parce que ce qu'on va dire ces jours-ci, tout le monde l'a déjà dit, depuis 10 ans on le dit. Moi, quand on m'impose des logements avec un noyau, pas moins de 6 logements, je me barre. Donc on fait de la résistance. Mais nous, on est là pour servir l'intérêt général. Et on nous l'empêche parce qu'on est dans un produit, la ville est devenue un produit financier, le logement est un produit financier, le bureau est un produit financier, donc il faut renverser ça, il faut que ça tourne, qu'il y ait des profits, que tout le monde vive, bien entendu, mais qu'on remette l'intérêt général et l'humain au centre de la pensée de la ville. Donc on n'est pas là, on ne peut pas être expert, il n'y a pas d'expérience de cette crise, elle est inédite, on ne peut pas être expert de cette crise. Par contre, on peut sortir des éléments essentiels de l'être humain, ses besoins qu'on connaît, mais qui sont étouffés sous la financiarisation. C'est pas l'économie qui va nous sauver aujourd'hui. C'est une autre économie. C'est pas moi qui viens l'inventer, je suis pas économiste. Mais je sais que nous, pour faire la ville aujourd'hui, il faut renverser la table. Il faut pas faire juste des tableaux Excel avec des marges de 25% pour ceux qui prennent des risques, mais pas beaucoup de risques en fait. Et nous, on est mis écartés et on peut pas faire notre métier. Donc là, je pense que c'est le moment de dire stop. Il y a 1 milliard sur les 45 milliards investis aujourd'hui, 15 sur l'aviation, 8 sur les transports, je me rappelle plus, les voitures, et 1,3 sur l'énergie renouvelable, sur la santé, sur tout ce dont on parle ce soir. Regardez les pourcentages, les proportions où l'économie met les moyens et donc la valeur. La valeur, aujourd'hui la valeur c'est l'argent, regardez la valeur. Donc c'est le moment de dire c'est notre argent, c'est nos enfants qui vont les rembourser, donc mettez la valeur là où elle doit être. Il faut renverser l'échelle de valeur, donc l'échelle économique aussi. Voilà, je mets un peu de provoque, hein, mais voilà. Quand tu dis il faut densifier intelligemment... Oui, les cités-jardins du XXIe siècle, ouais. Donc tu veux réactiver les cités-jardins, c'est ça que j'entends. Au moment où on est en train de détruire la butte rouge, c'est intéressant. Voilà. C'est mais intéressant. Une cité-jardin mixte, hein, parce qu'on maintenant on travaille, on habite, on va, voilà, il faut un parc, la ville du quart d'heure, il faut des parcs, des squares à moins d'1 kilomètre. Là, moi j'étais là, à 1 kilomètre, j'allais au bois de Boulogne, je trichais, je fuyais les flics à cheval.
parce que j'allais voir les canards au bord du lac et j'étais toute seule, mais c'était génial. Et ça, on en a besoin. Donc il faut qu'il y ait dans la ville du quart d'heure tous les services, mais dans des cités, si on reconstruit, on va pas miter le paysage, mais on est bien obligé. On est 50 milliards dans la planète en ville, on va être 70 en 50, quoi, en 2050. Donc il faut bien métropoliser, si je puis dire, mais métropoliser autrement. Donc cité-jardin mixte avec toutes les activités, tous les besoins, là, sur place, oui, le quart d'heure, quoi. Y compris la nature. Donc moi, je densifie, je ne veux pas parler de moi. Quand je construis 80 000 m² dans Paris, je fais 2500 m² de jardin avec toutes les façades végétalisées. C'est l'IGPN, ils sont très contents d'aller travailler. Je ne suis pas fière de ça, mais c'est vrai. La police, la préfecture, ils sont heureux d'aller travailler dans mon bâtiment, quoi. À Nantes, c'est un étage, tout le monde a sa terrasse, la vue, l'ouest, l'air, la Loire, quoi. On peut densifier avec des vues, avec de l'espace, mais pas parce que plus on fait de mètres carrés, plus on gagne de l'argent, plus le terrain est cher et plus... Faut arrêter, quoi. Faut arrêter cette course à la spéculation. La terre, elle appartient à tous. Les mètres carrés, l'air, le ciel appartient à tous. C'est pas de la spéculation. Par contre, faut un peu vivre ensemble. On est obligé de densifier quand même, mais intelligemment, agréablement. Et la ville, une qualité de ville, quoi, pour la qualité de vie. Enfin, voilà. Marc. Oui, moi je suis en grande partie d'accord avec ce que tu dis. La remarque que je ferai, c'est que le monde d'après, il est après. Et qu'aujourd'hui, cette pandémie, elle nous aide ou elle nous pousse à dire ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire à actualiser pour les uns et les autres. Chacun y va de son credo. Et c'est un moment pour pouvoir en parler. Du point de vue de... Après, j'ai une deuxième sensation, c'est que j'ai l'impression que, honnêtement, c'est comme si j'avais vécu un rêve et que ça, c'est déjà très très loin derrière moi. Cette pandémie, que je suis déjà dans un autre monde, que je me dis, bon, j'ai rêvé, que c'est 2 mois ou 3 mois de confinement, j'ai l'impression que c'est une semaine. Enfin, pourtant, elle est bien là, elle rôde encore. Hein. Oui, oui, le virus rôde, mais pas le confinement. Enfin, je veux dire, non, il y a encore... Non, mais oui. On est dans une période de transition, oui. C'est tout à fait clair. Ça, pour moi, c'est assez clair. Je veux dire, j'ai l'impression comme ça que cette bulle, elle va nous donner une sorte de conscience des choses, effectivement. En tous les cas, on peut être d'accord sur le constat que à vouloir faire l'architecture du point de vue de la forme, du symbole, du sens, etc., on en a oublié un peu sa dimension politique et sociale. Et il est plus qu'urgent de le réinjecter dans cette dimension dans les écoles d'archi. Mais on est pourtant dans une période qui dépasse largement celle de la pandémie, qui est passionnante du point de vue de la transition numérique et écologique. Pour moi, c'est passionnant, parce qu'on est dans une incertitude générale sur ce qu'il faut faire exactement. Bon, on voit bien, hein, tout est ouvert. Moi, je prendrai 2 exemples juste pour montrer comment on peut, nous, comme architectes, prendre une solution, et puis comment, derrière, il peut y avoir des lignes de force qui ne sont pas celles qu'on imagine. Le télétravail, on a vécu tous à peu près la même chose, fascinant. Je veux dire, en 2 jours, chacun travaille dans son coin. Moi, j'étais au bureau, je voyais la souris qui bougeait sur les ordinateurs. Enfin, c'est comme une espèce de truc fantomatique où ça marche. On en parlait avec Simon tout à l'heure. Zoom, Teams, enfin, toutes ces nouvelles manières de se réunir. On peut en faire le bilan maintenant aujourd'hui, mais c'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc le télétravail aussi, il est prisé par pas mal de gens qui se disent, parce que on en reparlera après, pour moi il y a un gros danger, c'est la notion de repli. Derrière cette notion, il y a une notion générale de repli dans le monde qui sont portées par pas mal de paroles. Donc on est chez soi, c'est le cocooning, pourquoi pas travailler à la maison, c'est bien, etc. Et il y a une dimension sympathique qu'il ne faut pas nier, elle existe. Mais derrière, si on regarde la continuité du travail, la manière dont le travail s'organise, c'est autre chose. Parce que le travail commence dans des bureaux. Les Américains inventent l'open space, c'est-à-dire comment mettre le maximum de gens dans un minimum d'espace et les mettre tous sous contrôle. On passe à l'open space en share time, c'est-à-dire que la place qu'on a, même dans l'open space, elle n'est pas complètement dédiée. Et maintenant, on passe au télétravail. Quand je vois les dirigeants du CAC 40 avec un grand sourire en disant qu'ils vont enlever 30 à 40% de leurs frais de bureau pour faire travailler les gens à la maison, je me dis tiens, c'est génial. C'est maintenant au salarié de se financer son espace de travail. Elle est pas mal quand même celle-là. C'est à lui de se financer son espace de travail. Et quand là-dessus, je remets une autre couche qui est le psychiatre Christophe Dejour qui parle du travail et de la division du travail, de l'isolement des gens par des tâches dans le travail sous prétexte de productivité
et qu'en réalité le travail a une valeur sociale et communautaire, on travaille ensemble, on se construit socialement ensemble, je me dis, il faut faire attention. D'un côté, il y a sans doute des avantages à pas se déplacer, pas perdre 3 heures dans les transports en commun, on peut travailler chez soi, mais de l'autre côté, il y a quand même un gros danger. Voilà, cette balance, qui c'est qui va l'arbitrer? Pas nous, les archis. Nous, on va dire qu'il faut des logements plus grands, on va dire qu'on peut faire des espaces partagés, on va être capable de faire des bureaux avec des salles de réunion sympathiques et des plantes vertes partout. Ça, on vous saura faire ça. C'est pas le sujet, on est compétent. C'est quel est notre enjeu là-dedans? Comment on se positionne par rapport à un sujet de société aussi important? Le deuxième cas de figure, c'est l'écologie. Donc on en a parlé, hein, maintenant bon, on a vu la vague verte, on est tous d'accord sur les objectifs, absolument tous. Je veux dire, il faut être débile pour pas l'être. En revanche, sur les solutions, c'est un peu caricatural hein, en archi. Les normes, la manière dont les lobbies ont infiltré cette question du développement durable. Donc on se dit, et il a été poussé dans pas mal d'articles sur l'idée que le rapport, que l'écologie, c'est finalement le rapport à la nature, et qu'on doit retrouver ce rapport à la nature, qu'on doit absolument reconstruire notre idée, tu l'as dit d'ailleurs, hein, voilà, qu'on est avec les éléments, qu'on est dans un monde, voilà, que finalement l'ordre naturel, il prime, et qu'on doit renouer cette intimité qu'on a perdue avec l'ordre naturel. Mais pour le faire, il faudrait ne pas avoir peur de la mort quand même. Parce que la mort, elle fait partie de cet ordre naturel. Or, on n'a jamais été aussi loin, aussi près du tabou de la mort qu'aujourd'hui. Il y a toute une génération, les enfants jusqu'à 30 ans n'ont jamais vu un mort. C'était le virus de la peur. Et c'est l'architecte d'un des plus grands oui, cimetières. J'ai commencé par un cimetière. Toute son histoire a commencé avec un cimetière. Il précise que j'ai quelques compétences, pas forcément dans la mort, mais dans le cimetière, oui. Oui, voilà. Non, mais à Roquebrune, Cap-Martin. C'est quand même important de dire comment peut-on construire ça si on n'est pas capable de comprendre que notre durée de vie est limitée et qu'on est dans un dispositif plus général et si on n'accepte pas ça. Comment construire un rapport sincère et naturel avec l'ordre des choses? On ne s'y trompe pas, hein. On bagarre pour sauver la planète, hein, pas nous. C'est la planète qu'il faut sauver, la planète n'a pas besoin d'être sauvée. On va la trafiquer, le machin, c'est notre survie sur place. Donc voilà. La pandémie, elle révèle ces choses-là, pour peu qu'on les regarde avec attention. On n'a pas forcément de solution. En revanche, elle pose un certain nombre de questions qui, pour moi, sont passionnantes. En tous les cas, ça dit une chose importante, c'est que l'architecture ou l'architecte, il ne peut pas faire ça tout seul. Il a besoin déjà d'être en équipe pluridisciplinaire pour penser des sujets aussi complexes que ça. La psychologie du travail, bon, j'en ai peut-être une idée, mais quand je lis Christophe Dejour, je suis fasciné par l'expertise qu'il a sur ces questions-là. Quand on prend des historiens, on voit un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il faut forcer sur les mécanismes de production de l'architecture plus que sur les solutions. Et aujourd'hui, on se trompe à mettre en avant des solutions, c'est sur des mécanismes. On a d'ailleurs travaillé sur valeurs d'architecture, c'est un peu l'idée qu'on avait de mettre en place des mécanismes qui nous permettront de penser l'architecture de façon globale et d'impliquer le politique et le social dans cette question-là. C'est fondamental. Après, je dirais que je suis pas inquiet, outre mesure, même si je suis inquiet de plein de choses, sur la manière dont l'architecture peut questionner le monde. Parce que, pour moi, elle est de nature existentielle. Et que si l'architecture n'est pas de nature existentielle, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de nous interroger sur ce qu'on fait ici, dans le monde et dans le temps, il n'y a pas d'architecture. Alicia. Alors, nous avons en fait voulu faire tout d'abord une sorte de constat de cette période de crise finalement que nous avons traversée, mais dans un contexte vraiment beaucoup plus rural, vraiment un contexte régional et d'autant plus isolé dans le sens où il s'agit vraiment d'un contexte insulaire. Donc comme tu disais, donc c'est vrai que l'architecture elle vient questionner le monde. Là, dans l'idée, on a voulu que ce soit vraiment se poser les questions de qu'est-ce que nous a révélé cette crise. Et vraiment quels défis viennent être mis en avant. Donc tout d'abord, en fait, on s'est aperçu, au-delà même de la question finalement du logement, qui est une vaste question qu'on a pu voir donc la semaine dernière lors du débat et qui fera l'objet d'un autre débat, on a voulu plutôt axer cette réflexion tout simplement sur finalement, on a pu constater une réappropriation vraiment de la société, de son environnement. Voilà, on s'aperçoit que cette crise, finalement, elle a permis
à la société de se replonger sur vraiment des éléments essentiels de la vie. Donc vivre à l'écart, comme vous le disiez, finalement du système, de la société de consommation, pour vraiment se replonger sur des choses du quotidien que parfois on oublie par facilité. Donc vraiment dans ce rythme un petit peu effréné qu'on pourrait avoir. Donc on a pu vraiment se replonger sur des choses un peu plus existentielles, essentielles. Et ensuite, finalement, dans un contexte un peu plus rural, où on avait moins cette question de la densité, de la ville, où on va dire on avait un rapport à la nature qui était déjà existant, facilité, on peut voir que bien que la nature était présente, on se l'appropriait très peu. Donc il y a eu un engouement énorme pour finalement les espaces extérieurs. On a eu donc vraiment un engouement pour le besoin de faire son jardin, manger ses propres légumes, faire découvrir à ses enfants vraiment des légumes qui poussent voilà, c'est vraiment des choses essentielles qui étaient plutôt, on va dire, à la portée de tous dans des contextes vraiment ruraux, mais on s'est aperçu qu'il y a eu vraiment cette prise de conscience et cette envie de la société de vivre en phase avec vraiment l'environnement. Donc ça, c'était pour nous hyper important dans le sens où c'est vraiment une ligne qu'on a envie de tirer parce que ça pose la question finalement tout simplement du consommer local. Donc consommer local, tout d'abord, c'est donc consommer pour pouvoir se nourrir, mais consommer local, ça va bien plus loin que ça. Donc on commence à s'apercevoir que les gens commencent à comprendre que du coup, dans cette période de crise, d'isolement, où on avait un peu la psychose de la pénurie, on s'est dit qu'est-ce que notre territoire peut avoir comme ressources. Et donc nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille. Et ça nous a permis finalement de voir que les personnes, cette période de crise a permis de les sensibiliser dans ce sens-là et vraiment pour redécouvrir ce que les spécificités du territoire. Donc à la fois dans, on va dire, des ressources, dans des techniques, mais également dans un cadre de vie qui soit vraiment en phase avec donc un territoire particulier. Voilà. Alors, quand tu dis ça pose tout de suite la question des filières. Par exemple, le bois, par exemple, est-ce qu'en Corse, puisque tu es établi à Corté, il y a une filière bois corse pour construire en bois, si vous avez envie, vous, de construire en bois. Est-ce qu'elle est établie ou bien vous devez justement aller sur le continent pour aller chercher? Est-ce que c'est une vraie question, non. Oui. Oui, c'est. Parce que c'est plus facile de faire la cuisine ou, je veux dire, avec des produits dans un rayon de 5 km. Mais autant Gilles Perrodin, que je citais tout à l'heure, lui, à Toulouse, à Cornebarieux, il trouve la carrière qu'il faut pour construire ses logements sociaux en pierre. Mais la pierre, vous pouvez, mais le bois, par exemple, est-ce que c'est industrialisé, prévu? C'est une grande question. Ça, voilà, la pierre, c'est tout aussi difficile parce que justement, avec vraiment le monde économique et industriel qui s'est développé, donc il y a, on va dire, une facilité telle pour avoir des pierres de n'importe où qui ont exactement la même couleur, qui sont vraiment très accessibles. Donc ça pose la même question que le bois. On a, on va dire, toutes ces ressources qui sont présentes, mais ça nécessite quand même vraiment une réactivation importante. Donc, on arrive à le mettre en place aujourd'hui petit à petit, au cas par projet. Ça nécessite beaucoup d'énergie, mais ça commence à émerger et ça commence finalement à sensibiliser la société sur ces problématiques et d'autant plus durant cette crise sanitaire parce que on s'est aperçu notamment que une très grande partie des chantiers étaient à l'arrêt du fait que on n'avait plus d'approvisionnement, on n'avait plus d'approvisionnement de matériaux. Donc en Corse, donc finalement ça a sensibilisé à la fois à la société, les collectivités sur justement vraiment ces ressources locales que nous avons mais que nous n'exploitons pas. Alors là, c'est
la transition, elle se fait tout naturellement parce que je sais que le biosourcé, c'est un des thèmes importants de on va dire, de ton combat local pour amener justement à plus d'intelligence constructive. Simon Tessou. Ouais, ça marche là? Oui. Oui, oui. Oui, je vais bien en parler, mais peut-être un peu plus tard. J'ai envie de faire un peu comme mes consoeurs, enfin, mes deux consoeurs et mon confrère. C'est peut-être déjà de vous raconter un petit peu mon confinement dans un village de 1000 habitants dans le Cantal. Évidemment, c'est une expérience un peu particulière, hein, sans doute très différente de la vôtre. En fait, du jour au lendemain, je suis passé d'un moment où je faisais une espèce de triangle, Le Rouget, Clermont-Ferrand, Paris, Le Rouget, avec des difficultés de mobilité que j'arrive même pas, je pourrais même pas vous décrire tellement c'est compliqué. Des trains tout le temps en retard, des avions qui atterrissent à Brive au lieu d'atterrir à Aurillac, ou qui sont purement et simplement annulés, etc. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez chez vous. J'ai jamais passé de temps au Rouget, voilà, pendant 2 mois, 3 mois, ça fait déjà 4 mois que j'y suis. Je gère l'école depuis chez moi. Et en fait, la première chose que j'ai adoré finalement, c'était d'arrêter de prendre la voiture. Ça a été absolument incroyable. Ça, c'était pour moi fantastique, parce qu'en fait, subitement, je me retrouvais chez moi. La course du soleil, il faisait un temps absolument incroyable en plus, mais incroyable. Ici aussi. Ouais, mais partout, ouais. Je ne vous cache pas que j'étais un peu irrité, et donc je me suis astreint à une espèce de protocole qui consiste à aller marcher 2 heures par jour. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois, 2 heures par jour. Et en fait, au début, j'étais fasciné par ma capacité à, parce que c'était le printemps, quoi. Donc voir les différences d'un jour à l'autre, la végétation qui change, les animaux sauvages qui reprennent leurs droits, etc. Et puis il se trouve que juste avant le confinement, j'avais signé un compromis de vente pour acheter un potager. Et donc là, moi, je rongeais mon frein, quoi, parce que je ne pouvais pas aller faire mon jardin. J'avais commandé des graines et tout ça. Voilà, donc j'ai commencé à faire mes semis, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, je suis allé voir le propriétaire, je lui ai demandé si je pouvais quand même entamer le jardin chez lui en attendant qu'on signe la vente. Il m'a dit, allez-y, pas de problème. Donc j'ai commencé à faire un jardin. Mais ce qui était génial, c'est que je traversais tout le village tous les jours pour aller au jardin. Et ça m'a permis d'observer des choses un peu moins reluisantes. C'est-à-dire que je me suis aperçu quand même que le plus grand hobby des Français, c'était d'astiquer la voiture. Et finalement, l'outil le plus utilisé dans les territoires périurbains et ruraux, c'est peut-être le Karcher. C'est hallucinant, c'est-à-dire que ça fait peur, même, quelque part. Donc, je voyais tous mes voisins sortir leur voiture, nettoyer leur voiture, parfaite, le SUV, le dernier modèle. Et je peux vous dire que le monde d'après, c'est pas pour tout de suite, quoi, malheureusement. C'est un peu déprimant, à vrai dire. Alors heureusement, j'ai pu faire mon jardin. Je me suis lancé, j'avais aucun outil, parce que je pouvais pas aller chez mes parents qui habitent à la campagne récupérer des outils. Je me suis dit au début, bon, je vais faire un jardin traditionnel et comme autoculteur. Et puis, bon, j'ai commencé à regarder quelques tutos sur Internet. Et en fait, je me suis lancé dans la permaculture. J'avais tout sur le terrain. Du terreau, des feuilles mortes. Et puis, on avait une vieille tondeuse. Donc, en fait, on tondait l'herbe régulièrement. On faisait nos couches. Voilà, notre jardin en lasagne, comme vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, j'ai des courgettes absolument incroyables. On a mangé je sais pas combien de salades. Bon, ça a changé quand même. J'ai retrouvé un peu ma vie en enfance, chez mes parents quand on habitait dans un hameau de 3-4 maisons. Voilà. Moi, je voudrais quand même insister sur quand on parle d'écologie, on a toujours tendance à parler d'écologie environnementale. Il se trouve que j'en ai encore parlé avec un de mes collègues de l'école d'architecture que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stéphane Manzani et qui est architecte mais qui est aussi philosophe. Et on a reparlé d'une lecture commune qu'on avait de Félix Guattari et qui évoque les 3 écologies, l'écologie environnementale mais aussi l'écologie mentale et l'écologie sociale. Et à mon avis,
voilà, je suis assez d'accord, complètement d'accord avec ce philosophe pour dire qu'il faut absolument articuler ces trois écologies, sans quoi on va parler que de nuisances, en fait, que de problèmes environnementaux, mais on va oublier qu'en fait, c'est tout qu'il faut changer, absolument tout, de comportement. Voilà, quand on parle d'écologie mentale, c'est par exemple quel est notre engagement dans la vie de couple, quel est notre engagement dans la famille, à toutes les échelles, dans la communauté, dans le territoire, à l'école d'architecture. Quel est notre engagement, en fait? Voilà, qu'est-ce qui fait que individuellement, on est capable de ne pas être un mouton et d'imaginer, penser les choses un petit peu autrement. Donc sur la question des ressources, alors c'est vrai qu'on est dans un territoire où, enfin, nous autres, on a une pratique de l'architecture, je pense, assez différente de la vôtre, mais qui est extrêmement artisanale. D'ailleurs, pendant le confinement, moi j'ai ressorti ma table à dessin, j'ai fait plein de projets, dessiné des projets à la main. C'était génial. Enfin, des plans au 50e, au thé à l'équerre. Rotring. Non, au crayon. Moi, je suis un adepte du crayon, du calque, voilà, et puis de la gomme. Et voilà, donc toujours est-il que c'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on s'intéresse aux filières locales. Alors c'est pas simple, hein, c'est vrai. Alors on a beaucoup de bois, voilà, la filière pas très bien organisée, mais en fait, en réalité, on y arrive quand même. Mais par contre, ça demande encore une fois un véritable engagement. Voilà, c'est-à-dire que si on se donne la peine, si on prescrit les bonnes essences de bois, si on travaille vraiment avec les fournisseurs, donc les petites scieries locales, les menuisiers, les fabricants de carrelés, lamellés-collés, bois, dans le Massif central, il en existe. En fait, on y arrive, en réalité. C'est possible, mais par contre, c'est une attention de tous les moments, parce que sinon, en fait, les logiques on va dire, néolibérales reviennent. C'est-à-dire que on peut se retrouver avec du mélèze qui vient de Sibérie, on peut se retrouver avec des bois qui viennent du Nord, etc. Mais sincèrement, ça peut fonctionner. Voilà. Peut-être pour conclure, je sais pas, peut-être que tu m'arrêtes, hein, si peut-être juste pour conclure sur un aspect qui me paraît important à dire, c'est que nous, à l'école d'architecture de Clermont, on a essayé de travailler sur notre projet d'établissement, on a essayé d'identifier un certain nombre de thématiques qui nous tenaient vraiment à cœur. Et je pense que le travail qu'on souhaite maintenant vraiment mener collectivement, c'est un travail sur le vivant. Finalement, c'est le gros problème de notre société occidentale, c'est qu'on a un rapport au vivant qui est anormal, quelque part. Quand je parle du vivant, c'est le végétal, les animaux, enfin c'est... et donc, en tout cas, par exemple, la problématique, l'articulation agriculture-architecture nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'on a l'agriculture, on a besoin d'un sol, comme l'architecture. L'agriculture fabrique des paysages qu'on retrouve, enfin qui est aussi notre ressource, qui est une ressource du projet. Donc, en fait, cette crise sanitaire nous invite à l'école d'architecture de Clermont à imaginer, en fait, amender, faire évoluer de nouveau notre projet d'établissement. C'est-à-dire que de considérer qu'il faut être toujours en mouvement, essayer de répondre aux enjeux contemporains, voilà, qui sont révélés vraiment là pendant cette crise sanitaire, je trouve. On va en reparler parce que c'est intéressant que cette crise ait accéléré finalement cette réflexion profonde de l'école et sa transformation. On va passer la parole à Denis Dessus, donc depuis sa base en Ardèche. Je rappelle que Denis Dessus est le président de l'Ordre des architectes, donc j'imagine qu'il va nous tenir aussi un propos, j'allais dire général et pas uniquement local, mais je l'empêche pas évidemment de parler de la situation locale et de la façon dont c'est vécu localement justement cette approche sur l'écologie, le climat et la santé, hein, ne l'oublions pas. Donc Denis, c'est à toi. Et de la façon dont c'est vécu localement. Il y a un petit retard de quelques secondes. Cette approche sur l'écologie, le climat et la santé, hein, ne l'oublions pas. Donc Denis, c'est à toi. Oui, alors. Et de la façon dont il y a 10 secondes de temps entre votre connexion et la mienne, donc ça va paraître un peu bizarre. J'espère en tout cas que le son marche quand tout va bien. M'exprime.
Je sais pas trop comment réagir avec tout ce que vous avez dit, parce que vous avez été assez foisonnant hein, entre la culture en lasagne et le Karcher. Là-dessus, je suis assez d'accord. Ma fille, elle a fait du Karcher pendant 15 jours aussi. Mais moi, personnellement, j'ai pas été confiné. On a eu à travailler en fonction de la gestion erratique du gouvernement, un peu, pour arriver à trouver des solutions sur l'arrêt de dizaines de milliers de chantiers et pour arriver à qu'on ne fasse pas trop de bêtises, notamment, et préparer la reprise. Bref, c'est pas le sujet. Quand je vois votre question et on pourrait dire quels sont les enseignements de cette crise, il y a des effets qui sont extrêmement positifs. D'abord, c'est le fait que nous faisions cette conférence ce soir, que je sois sollicité en permanence par des journalistes, enfin des médias divers pour expliquer quel pourrait être le monde d'après, comment on pourrait concevoir le logement après, c'est-à-dire que globalement, la question de l'architecture, de l'urbanisme, du cadre de vie sont devenus au cœur de beaucoup de préoccupations. Ce qui veut dire que nous, architectes, concepteurs, nous sommes quand même au cœur de beaucoup de préoccupations et de réflexions aujourd'hui. Ça nous a permis donc d'arriver à présenter un certain nombre, non pas de solutions, mais d'évolutions possibles. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le monde d'après, c'est d'abord le monde d'avant. La construction neuve ne représente qu'1% du cadre bâti. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse avec les 99% existants. Et ça, c'est une vraie notion qu'il faut arriver à digérer. Nous devons réintervenir sur l'existant, nous devons réintervenir et faire avec tout notre passé, faire avec les erreurs qui ont été produites et également tous les atouts de tous les territoires qui ont été générés. C'est une première donnée. La question qui était posée dans cette conférence, c'était déjà, il y avait une assertion comme quoi la densification des villes apparaît comme le rempart à l'étalement urbain. Par densification, il y a une densification construite, mais il y a surtout une densification de fonction. Et c'est là où on doit réellement réfléchir quand on va vouloir réintervenir, par exemple, sur la ville. L'avantage de la France, c'est qu'on a fait des erreurs mémorables, notamment des erreurs mémorables en termes urbanistiques. On a fait des lotissements qui ont totalement imité les paysages, on a fait des entrées de villes qui sont catastrophiques, on a artificialisé des centaines de milliers d'hectares qui peuvent être aujourd'hui le lieu de la réflexion et de la réinnervation de la ville, de l'apport de plein de fonctions sur des territoires qui aujourd'hui sont peu utilisés, sont désertiques en termes de fonctions. Donc défrichons nos villes, tirons parti de ces défauts actuels pour imaginer une ville meilleure. Rien que cette thématique-là, à mon avis, fait plein de conférences pour arriver à inventer une ville qui soit meilleure. Vous savez, la ville, c'est le reflet de notre société. Elle est brutale si la société est brutale, guidée par l'argent et le profit, comme le disait Brigitte, ou alors elle peut être douce, résiliente et accueillante toutes les populations si elle est mature et citoyenne. Donc je pense qu'on a, je ne veux pas crier victoire, mais en tout cas, on a l'espace pour essayer d'améliorer la conscience citoyenne sur des problématiques importantes. On l'a vu, nous qui sommes des militants écologiques depuis très très longtemps, qui avons initié le mouvement du Green Building il y a déjà un demi-siècle, qui avons avec des ingénieurs éclairé, initié le mouvement de la HQE, de la QEB, etc., etc., on se retrouve avec une prise de conscience générale de la société qu'on a pu revoir dans les élections dimanche. D'ailleurs, Brigitte, c'est René Dumont, elle ne scanne pas son prénom à ce pauvre homme, et puis on n'est pas encore 50 milliards, mais on est déjà 7, et c'est déjà beaucoup. Donc, on a cette prise de conscience de la population, donc il faut profiter pour essayer d'améliorer sensiblement la situation. Et l'amélioration de la situation passe également par un autre aménagement du territoire.
Que nous a appris la crise? Elle nous a appris que les gens en avaient marre du tout métropole, ils en avaient marre de la concentration humaine, ils en avaient marre de perdre leur temps dans des heures et des heures de transport, et que on peut essayer de profiter de ça sur le long terme pour rééquilibrer nos territoires. Oui, il serait bon qu'on aille aussi vivre dans les campagnes et qu'on rende aussi possible cela. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faudrait un aménagement du territoire qui soit un vrai plan sur du long terme, qui permette de ramener les services publics qu'on a détruits, de réduire la fracture numérique qui est un passage obligé, reconstruire des voies ferrées, bref, rendre possible cet aménagement, cette redynamisation de tous les territoires, ou plutôt de cet équilibre. On a aussi la place pour faire de vrais projets de ville. Nous avons bossé avant les élections municipales pour donner des outils aux maires pour pouvoir aborder leurs projets de ville en prenant en compte des volets sociologiques, écologiques, de santé publique, d'architecture et d'urbanisme sur du long terme. Une des difficultés que l'on a en France, c'est que l'action publique est paralysée par la temporalité élective. Or, on sait très bien que quand on veut construire la ville, il faut qu'on travaille sur le temps long. On sait très bien aussi que le multicouche administrativo-territorial est un frein à la réflexion de son pays. Quand on a, comme sur Paris, 5 structures administratives et politiques pour gérer un territoire, on sait très bien qu'on ne peut pas y arriver. Ou alors, il faut créer une 6e structure pour gérer les 5 premières, et là, on atteint l'entropie qui nécessite d'en faire une 7e. Donc, on a un vrai travail sur l'aménagement du territoire. Quand on redescend, sur l'échelon urbain, l'échelon de la ville, et à mon avis une bonne taille pour arriver à travailler de façon intelligemment, il faut là que les architectes, les sociologues, les paysagistes, les écologistes puissent arriver enfin à bosser à l'échelon de la ville. Que les plans d'urbanisme ne soient pas traités à la va-vite, il faut des équipes pluridisciplinaires et il faut qu'on ait une vraie genèse de projets urbains. Et là, je pense qu'on est en train d'avoir des vraies prises de conscience, notamment avec les modifications des élections récentes et qu'on voit se répéter. Comment redéfinir l'architecture? C'était le 2e volet. Moi, je ne sais pas si c'est le sujet, parce qu'elle a toujours géré la complexité. Et il faut que son champ se complexifie encore. Que l'on sorte du principe, ça a été évoqué, des équipes de maîtrise d'œuvre. Moi, ça fait des années que, en fonction de mes projets, j'agrège à mon équipe des spécialités, des médecins psychiatres ou des artistes ou des ergothérapeutes pour qu'on ait plus de compétences. Il faut que les architectes se préparent et soient toujours prêts à accompagner les changements de la société. Et aujourd'hui, le changement, c'est d'arriver à gérer cette complexité. On a vu arriver également la compréhension de l'enjeu de la santé. Cet enjeu de la santé ne doit pas nous pousser à une société hygiéniste, mais à prendre en compte que l'architecture est une démarche holistique et notamment liée à toutes les données physiologiques de comportement. Et ça, c'est quelque chose que l'on gère encore pas assez, c'est-à-dire comment on gère l'essence dans un logement, comment on adapte dans un habitat, et pas dans un logement, excusez-moi, dans un habitat, comment on arrive à l'adapter à l'habitant, à celui qui est dedans, et à son évolution dans le temps. Et puis, une dernière notion que j'essaye de bassiner en permanence, c'est que quand on intervient en architecture ou en urbanisme, pour répondre à un besoin immédiat, on fait des erreurs. L'architecture et l'urbanisme, c'est le temps long. Toute construction est vécue pendant des décennies, voire des générations, et toutes les erreurs que l'on a faites dans ce pays, que ce soit par exemple sur les ZAC, les ZAD, les UP, etc., et même les ZAD, ont été parce qu'on a voulu répondre à un besoin immédiat. Il faut répondre aux besoins immédiats, mais en permettant l'évolution des besoins futurs. Ça, c'est une vraie réflexion. Quand on intervient pour maintenant et on intervient
pour également 10 ans, 50 ans, 60 ans, dans une société qui se transforme, avec des populations qui se transforment, avec un climat qui se transforme. Comme je pense que mes interventions ne vont pas être faciles, j'en ai fait une un peu large qui peut donner de la matière. Voilà. Merci Denis. En effet, dans ce que vient de dire Denis dessus, il y a une dimension très importante, celle de la transformation de l'existant. Hein. Je veux dire que il y a 50 ans, la donne n'était pas tout à fait la même. La part de construction neuve, la création ex nihilo était largement majoritaire. Et puis, petit à petit, on a bien vu l'importance de la réhabilitation et aujourd'hui de la transformation, qui n'est pas qu'une remise aux normes. On est bien d'accord. C'est donc réinjecter du programme. On pourrait dire même revoir le logiciel du bâtiment. Et s'il a été bien construit, eh bien, va sortir une deuxième architecture de la première, assez exceptionnelle. Et il y a des cas aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et même dans le monde d'avant, hein, il faut pas oublier que Palladio, la basilique à Vicenza, c'était quand même déjà le signal de tout ça. Bref, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire, mais aujourd'hui, cette question de la transformation, c'est ça que je voudrais... Est-ce que c'est quelque chose... Il a parlé beaucoup des friches, parce qu'on sent que c'est le mot qui est derrière. C'est vrai qu'on voit avec le e-commerce qu'évidemment les centres commerciaux, c'est la fin des centres commerciaux bientôt. Il va y avoir une évolution de ça et ça va laisser des grandes boîtes. Rem Koolhaas a fait une très grande exposition en ce moment au Guggenheim de New York, justement ce qui s'appelle Countryside, qui parle de la campagne. Et qu'est-ce qu'il montre? C'est justement ces grandes boîtes où il y a, j'allais dire, tous les Amazon et autres. Donc c'est assez intéressant, l'impact de l'e-commerce sur le paysage. Mais qu'est-ce qu'on va faire du reste? Donc, il y a bien la transformation. Vous pensez que c'est le sujet du monde d'après, absolument, la transformation absolue, avant d'aller construire quelque chose de nouveau? Il faut déjà voir s'il n'y a pas quelque chose à transformer. Ça serait ça la question? Moi, je crois que c'est assez clair, oui. C'est assez clair parce qu'en fait, quand on voit justement tout ce qu'on dégage comme gaz à effet de serre en démolissant et en reconstruisant, ça me fait penser au passage, il faudrait réformer l'ANRU, qu'on puisse avoir des financements pour rénover. Il faut réformer l'ANRU, là, tout de suite, immédiatement, pour pouvoir avoir des financements pour refaire, réhabiliter, rénover, et non pas démolir, puisque l'argent est donné pour démolir. C'est un non-sens écologique. Et ensuite, je pense qu'il y a une énorme poésie à garder des lieux, même s'ils sont, on le voit, justement, dans les architectures qui sont peut-être, qui paraissent comme ça, un peu informes ou ingrates. Et en fait, il y a une poésie de l'histoire des hommes qui sont passés par là, même si c'était des erreurs dans l'histoire. Les transformer, un gros hangar, vous en parliez dans la dernière table ronde, avec des puits de lumière, avec des volumes incroyables, qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, quand on nous impose de mettre 50 sous plafond, quand on nous impose pas mal de choses, quoi. La rentabilité des mètres carrés, on peut échapper à tout ça par l'existant, à le détourner, le contourner, le transformer. Moi, je pense qu'il y a une grande richesse. Après, aussi la rénovation énergétique, tout cet argent pour rénover, on pense isolant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on pense à mettre 20 cm d'isolant, même si c'est de la paille, hein. Mais en fait, ces 20 cm, il faut plutôt en faire 5 mètres pour donner la pièce en plus. C'est du Lacaton Vassal, hein, mais on rénove tout à la fois, la thermique, une pièce en plus, les vues, la lumière, le bien-être. Donc il faut penser rénovation humaine et non pas que rénovation énergétique, quoi. C'est comme si l'écologie se résumait à un tableau Excel avec, moi je me bats toujours avec les ingénieurs, avec la RT 2012, 20, enfin tout ce qu'on veut, les pourcentages de vitrage, de machin. Je me bagarre dans leur logiciel pour ouvrir plus, avoir plus de lumière et quand même passer le cap de la moumoute, quoi, de l'isolation. Donc c'est une rénovation globale et avec l'existant, je pensais là, au lieu de faire ça, c'est des sacs à dos, quoi, et on met des pièces en plus et on isole et on fait jardin d'hiver et on fait tout à la fois. Donc pensez tous ces besoins d'aujourd'hui qui sont révélés par cette crise. Rénovons la ville en ayant en tête tous ces besoins auxquels on peut répondre d'une seule fois, voilà. Puis si on n'a pas la place, on les suspend, parce que s'il n'y a pas au sol de quoi mettre une pot supplémentaire, on le suspend. Puis voilà, c'est en l'air, mais comme les balcons. Enfin, essayons de réaménager la ville, réimaginer la ville avec ce qui existe. Et après, il faut construire aussi, parce que moi, pour le 20e, on pouvait pas reconstruire des mètres carrés au-dessus d'une halle du siècle dernier. Les bus, ils rentraient pas, il y avait des poteaux. Enfin bref, quelquefois, on est obligé. Il faut être malin, quoi. Il faut faire de l'homéopathie spécifique, analyser. Donc il faut du
diagnostic. Et selon le diagnostic, on dit, on pourrait faire ça. Donc il faut que les architectes ou les urbanistes soient sur le diagnostic, pas juste des thermiciens. Pas juste vous êtes label ABCDE, je sais pas quoi là, qui en plus veut rien dire. Souvent ils trichent, ils font un peu n'importe quoi pour faire passer le voisin qui vend de la moumoute, là j'appelle ça. Donc il faut vraiment des diagnostics intelligents, holistiques, globaux sur la ville, le quartier, les besoins des gens qui sont dedans, et ensuite voir les meilleures solutions, quoi. Donc je pense que c'est effectivement, pour répondre à ta question, je pense que c'est très important. C'est pas ce que je fais naturellement, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Alors, on se souvient du manifeste de Rudy Ricciotti sur le HQE, avec l'idée lui avait été donnée par Guervilly et d'autres, justement sur une sorte de critique de non pas de la démarche environnementale, mais bien de la norme et de son application. On se souvient. Oui, au Danemark, par exemple, comme j'ai travaillé un moment au Danemark, là-bas ils disent on s'implante d'abord, on regarde le soleil, le vent, l'implantation, le terrain, voilà, c'est comme ça. L'écologie là-bas, le HQE, c'est d'abord comment on implante le bâtiment. Et voilà, ça commence par les éléments. Donc c'est juste revenir à ce bon sens des éléments naturels et de l'écologie générale, quoi. Comme tu dis, hein, les trois types, enfin une écologie globale. Mais voilà. Alicia ? Oui, eh bien justement, nous avons eu un cas qui est totalement dans cette logique, où en fait on a vu le côté très contradictoire finalement de l'ensemble de ces labels. Donc notamment, nous avons travaillé sur des logements en fait dans un village, donc en Corse du Sud, qui voulait prôner finalement les circuits courts. Donc avec l'utilisation d'une structure totalement en bois, donc un bois qui a été débité, scié, charpenté dans un rayon de moins de 50 km. Et à ça s'est rajouté donc le label passif. Et là, nous avons découvert ce que c'était finalement la vision écologique avec ce label passif qui nous a donc très profondément choqués dans le sens où c'était complètement contradictoire avec cette vision vraiment territoriale de circuit court, où donc il a fallu qu'on mette en place une enveloppe complètement étanche, donc une boîte qui était vraiment à l'encontre de ce qu'on pouvait faire naturellement, c'est-à-dire ouvrir des fenêtres, ventiler. Donc l'utilisation d'un nombre très important on va dire de parois plastiques, donc de scotch, de par vapeur. Donc ça nous a, on était obligés finalement, de par le calcul thermique, de mettre en place l'ensemble de ces matériaux, qui de plus est montre une durabilité qui est très très faible. Donc on parle des développements durables, mais on nous oblige à mettre en place tout ce genre de matériaux qui sont rapportés, industrialisés. Donc c'était complètement aberrant. Et après, donc, on a travaillé aussi sur des menuiseries donc artisanales faites par des menuisiers locaux, toujours en bois corse. Et là, il a fallu finalement qu'on travaille pendant plus de 6 mois sur finalement le dessin de cette menuiserie qui devait rentrer dans normalement un catalogue de matériaux. Donc on s'est aperçu que finalement ces labels qui sont là pour prôner finalement une certaine écologie étaient complètement à l'encontre de choses élémentaires, c'est-à-dire aller couper du bois, réaliser une menuiserie. Donc c'est pour ça qu'il a fallu vraiment se battre pour vraiment essayer de répondre à toutes ces problématiques qui étaient complètement contradictoires. Et aussi pour faire écho un petit peu à la santé, ce qui nous a quand même un peu aussi interpellé, c'est la notion finalement, donc dans toujours ce label, ce label passif, la notion de ventilation. Donc c'est un système forcément de double flux. Donc dans cette enveloppe très étanche, on met en place donc un système de double flux. On connaît bien, géré par un certain nombre finalement de fluides qui peuvent s'encrasser. Et aujourd'hui, dans ce contexte un peu finalement de crise sanitaire, on se demande si c'est vraiment si vraiment c'est un système qui est adapté. Est-ce que ces filtres peuvent fonctionner, on va dire, avec dans ce contexte-là? Donc bon, c'est des sujets qui sont souvent abordés, mais vraiment quand on le met en place au sein d'un projet qui est, on va dire, dans sa structure plutôt exemplaire pour utiliser vraiment toutes les ressources qu'on aurait localement, on s'aperçoit que c'est une aberration totale. Donc nous, aujourd'hui, c'est malheureux, mais quand il y a des maîtrises d'ouvrage qui nous parlent de labels écologiques, on leur dit vraiment attention.
attention parce qu'on peut tomber dans, pour nous, l'anti-écologique, quoi. Voilà. Oui, au royaume de l'absurdie. Alors, Philippe Ram, je dis ça parce qu'il est enseignant, lui aussi, et lui, à ses étudiants, on connaît bien la formule de Sullivan, la forme qui suit la fonction. Hein. Mais lui, il dit, la forme ne suit plus la fonction, elle suit le climat aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce positionnement qui va changer beaucoup de choses, non quand on le prend comme ça? C'est-à-dire quitter le fonctionnalisme pour aller sur une approche beaucoup plus climatique. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, le vrai changement? Donc, le monde d'après, il est là. Est-ce que finalement, Philippe, il pointe pas la réalité des choses, ou bien c'est quelque chose qui peut inquiéter? Non, mais j'adhère complètement à ce point de vue. Et non seulement il ne faut pas en avoir peur, mais il faut s'en réjouir. Enfin, les questions climatiques, en fait, nous offrent des opportunités de projets qui sont extrêmement riches. Voilà, moi, je pense d'ailleurs je pense qu'on n'anticipe pas assez les changements climatiques, hein, c'est-à-dire qu'ils vont être majeurs. On le ressent déjà beaucoup avec un certain nombre de périodes estivales qui sont maintenant vraiment extrêmement chaudes, y compris dans des territoires comme les nôtres, alors qu'on est déjà un petit peu, on est en moyenne montagne, et on sent vraiment des changements climatiques extrêmement puissants. Et je pense que c'est l'occasion de réinterroger en fait finalement toutes les situations d'interface, finalement aujourd'hui on a une sorte d'injonction qui consiste à nous imposer entre guillemets en fait des volumes très compacts, voilà, pour avoir un bon coefficient de forme, voilà. Mais finalement, faut pas le voir non plus comme un problème, parce qu'on peut imaginer aussi habiter des entre-deux dedans et dehors, qui fabriquent une sorte de croûte autour justement d'une enveloppe qui est très compacte. Et moi, ça me pose non seulement aucun problème, mais je trouve ça extrêmement réjouissant et intéressant à développer. Ou alors adopter d'autres stratégies comme un architecte comme Glenn Murcutt, qui lui est plutôt sur une sorte de multicouche, voilà, une sorte de stratification ou des écrans, voilà, des écrans vitrés, des stores BSO, des moustiquaires, voilà, comment en fait finalement l'habitant actionne tout ce multicouche pour maîtriser justement le climat à l'intérieur du logement. En tout cas, nous, au Rouget, on en fait l'expérience tous les jours, hein, parce qu'on a construit un petit immeuble bioclimatique il y a maintenant bientôt 8 ans. Et en fait, on a un rapport au climat complètement différent. Je m'explique. Comme on a une grande façade vitrée au sud, on a un système de contrôle solaire avec des grands volets. Mais au solstice d'hiver, en fait, on peut se promener en slip. Il fait 25-26 degrés sans chauffage. Il suffit qu'il fasse beau 2-3 jours, et ça change complètement en fait le rapport au paysage, parce qu'en fait on fait l'expérience de la course du soleil. Moi, quasiment en période hivernale, quasiment tous les jours, je consulte la météo parce que ça m'intéresse. Je veux savoir comment je vais en fait adapter ma maison en fait à la météo à venir. En fait, c'est de considérer aussi que finalement l'habitant redevient acteur de son logement. Et c'est aussi pour ça que je me bats personnellement contre tous les systèmes domotiques qui sont absolument épouvantables, je trouve. Parce que c'est d'une certaine manière infantiliser les habitants, les usagers. Alors que moi, tous les soirs, je prends un plaisir infini à aller faire mes volets, me dire, bon alors cette fenêtre, je la laisse ouverte ou pas, comme ça, voilà, ça me fait un petit flux comme ça, etc., etc. Voilà, en tout cas, pour moi, ça fait partie du plaisir d'habiter. Voilà. Mais lancer ta chaudière à distance quand tu es en voiture, toi qui es beaucoup sur les routes, c'est quand même un avantage aussi. Non, parce qu'en fait, non, je comprends ce que tu veux dire. Il y a aussi ça. Mais je préfère demander à mon voisin, oui. Parce que tout simplement, en fait, ça entretient des liens sociaux. Voilà. Ah oui. Je préfère discuter avec mon voisin que d'appuyer sur un bouton. Je suis désolé. Voilà. Oui, c'est une autre manière d'appuyer sur un bouton. Voilà. Mais très. Mais... Marc. Oui.
ce que je veux dire, c'est que ce qui m'intéresse dans tout ce qui est dit, évidemment, enfin, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Simon, et ça s'adapte à un territoire. Quand tu es en ville, ça marche pas de la même manière. Encore, c'est un sujet. À Paris, ça en est un autre. Il n'y a pas de recette de cuisine. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. En Dans le monde revanche, d'après, il n'y a pas de recette de cuisine. Non, si. En revanche, il y a une histoire de l'architecture qui fait que ce qu'on est en train de dire a déjà eu lieu. Hein, et que je sens très nettement arriver le courant du vernaculaire, c'est-à-dire du repli sur soi, de l'idée qu'on peut vivre heureux dans un endroit. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Attends, on est là-dedans. Rudowski, excellents architectes, tu vois, dans les écoles d'archi, on pourrait refaire monter ce courant. Tu parlais de Jourda et Pérodin qui ont fait des maisons en terre hyper performantes, avec justement ces questions d'épaisseur, double couche avec du polycarbonate. Enfin, l'histoire peut nous apprendre beaucoup de choses. Et je pense que la remarque de Francis n'était pas complètement idiote. Comment aujourd'hui on réactualise cette question? Elle était même super intelligente, tu sais. Ce que je pense de toi. Non, mais c'est vachement intéressant parce que comment on peut y donner un cran en plus? Tu vois, comment on peut l'amener dans une question contemporaine? Alors, évidemment, je suis pas pour la domotique non plus, mais on peut aussi imaginer que la technologie, elle peut nous aider à faire quelque chose, et que l'histoire de l'architecture, c'est pas forcément un retour en arrière, même si dans certains endroits, pourquoi pas, ça peut être bien de couper l'arbre et de faire la maison avec. Hein, dans les mâts provençaux, ils plantaient un cyprès devant tous les mâts provençaux parce que le temps de la pose du cyprès, c'était le temps de la charpente. Quand la charpente était vermoulue, ils recoupaient l'arbre, ils en plantaient un autre. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant de réapprendre tout ça. Mais aujourd'hui, je me pose une question bête. Comment ça se fait que ça n'a pas marché? Comment ça se fait qu'en même temps, la technologie, elle a avancé? Comment ça se fait que les prédateurs, je les appelle comme ça, ils ont construit un monde dont on est en train d'en faire la critique? Comment ça se fait que tous les gens qui ne sont pas idiots sont allés s'entasser dans des villes? Au lieu de dénoncer ce à quoi on croit, parce qu'on y croit tous à peu près de la même manière, c'est d'ailleurs assez inquiétant de voir qu'on dit tous à peu près les mêmes choses, qu'on y croit tous de la même manière, tu vois. Qu'est-ce qui fait que dans les périodes d'histoire où finalement l'histoire elle revient de façon circulaire, ça n'a pas marché? Et comment on pourrait faire en sorte que, sans se faire trop d'illusions, cette idée-là, on l'amène un peu plus loin que ce qu'elle était allée dans les années 70? C'est une question qui m'intéresse beaucoup. Tu vois, la question de la ville. Comment se fait-il que l'avenir de nos sociétés, avant la pandémie, mais je pense qu'après ça va être pareil, elle soit urbaine? Qu'est-ce qui fait que le monde est urbain? On a une réponse là-dessus? Bon, moi j'en ai une petite qui me paraît qui a ses limites. Hein. Évidemment, il y a une continuité culturelle sur la ville, sur le fait d'être ensemble, sur le fait de produire, sur le fait de l'efficacité de produire quand on est ensemble. Mais quand on voit que le monde c'est un monde de consommation et que la croissance elle est basée sur la consommation, un urbain il est obligé de consommer, quoi qu'il arrive. Tu es en ville, tu mets un pied par terre, tu payes. Quoi qu'il arrive. Quand tu es chez toi, ou quand mon grand-père qui avait des poules et des lapins, tu vois, il avait son potager, ses poules et ses lapins, il avait une forme d'autonomie. Et quand tu regardes ce qui s'est passé en Chine, au-delà du fait que les industries sont près des villes, c'est que capter toute la population pour la rendre consommateur, tu vois. Donc il y a des phénomènes, bon c'est une hypothèse, je me trompe sans doute, on peut discuter avec des gens qui savent plus que nous, architectes, mais je crois qu'on devrait plus, bon, à partir du moment où on imagine à peu près les choses de la même manière, on devrait s'intéresser de façon plus pertinente à pourquoi, chaque fois qu'on dit quelque chose, on n'est pas suivi. La question de l'architecture, c'est pareil. Là encore, j'ai vu dans les municipales, tous les maires qui se sont vraiment intéressés à des questions d'urbanisme, d'architecture, qui ont voulu changer les choses, ils ont sauté. Un élu, on parle des élus, on dit comment, qu'est-ce qu'on a expliqué à un élu dès qu'il s'intéresse à l'architecture. Et tu as vu d'ailleurs un bon nombre de maires, dont je tairai le nom, qui disent maintenant il faut arrêter la construction, le bétonnage. On revient dans des choses archaïques complètement. Donc, qu'est-ce qui fait que ce à quoi on croit, on ne peut pas le mettre en œuvre? Et je pense qu'il y a un intérêt à penser ça. Alors après, bon, on a nos solutions, mais je pense qu'on s'y intéresse pas assez. On ne comprend pas assez les logiques, on les cerne pas assez pour la production. Je parle des promoteurs. Est-ce qu'on sait réellement comment ça marche un promoteur?
Complètement. Oui. Le bilan, Pardon, oui. Nico. Ah oui, oui, Et avec toi, promoteur. t'as déjà réussi à avoir un bilan de promoteur Oui, je l'ai complet fait. sur savoir comment ça fait, Je l'ai sa fait. marge, comment il le fait. Je l'ai fait. J'ai Bah, fait c'est un bien, bilan moi, de non. promoteur. J'essaie de monter une opération sans promoteur. Je suis allée voir Nexity Non-Profit, Non, je parle pas de qui est à ça. je te dis. 5%. Donc, je suis allée voir des promoteurs. J'aurais dit, vous avez 5% en bas de la page. Est-ce qu'on y va? Banco. Et c'est les verts qui m'ont empêché parce qu'il y avait une mare et 3 Non, mais canards. 5%, ils y vont pas. Donc, Attends, les marges de promotion, si, elles sont si. bien plus que C'est 25. 5%. C'est Ah, 25. 25, oui, d'accord. Oui, ben oui, mais j'ai monté un bilan pour construire moins cher, Donc. pour avoir plus d'espace, pour Et tu as pu le pouvoir. faire Le projet, il est dans les cartons, c'est au Conseil constitutionnel. Je me trompe toujours dans les mots, là, René Dumont, c'est 50%, pas 50 milliards. Et voilà. Voilà. Donc, c'est bloqué par je ne Donc, sais tu veux plus dire quelle que si- instance juridique. Non, mais j'essaie Non, non, en mais me tu veux dire, disant. si on fait de la promotion, on peut aller plus loin. Ça, c'est Ah pas non, faux. je suis pas promoteur, moi. Je demande aux promoteurs d'être en bilan ouvert, d'être en bilan transparent et de dire, OK, il faut 5% pour faire tourner quelque chose parce qu'il y a des risques, tu vois. Il faut les 5%. Ah bah oui. J'ai parlé à des bailleurs sociaux, 5% c'est le minimum parce que si tu as une carrière, ça s'effondre, une entreprise qui dépose le bilan, Non, peu etc. importe, oui. Le risque, 5%. Et le reste, on est à économie réelle. C'est-à-dire, chacun travaille, mais on met sur la table bilan partagé. Et on n'est pas 15 autour de la table, avec chacun son silo. Moi, je travaille pour ci, pour ça, les labels et les machins. Intelligence collective. Je travaillais comme ça un Et peu tu au penses que les Danemark. promoteurs qui font 25% de marge, ils vont être d'accord pour faire 5%? Non, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé Mais un. oui, c'est bien ce qu'on dit. Voilà. Nexity Non-Profit. Mais je dis que maintenant, il faut changer de logiciel. Pourquoi, si tu investis, qu'on te garantit 3% de revenus, et non pas chercher toujours plus, parce que tu parles avec un promoteur, il dit moi c'est la marge, vous c'est l'architecture, moi c'est la marge, donc on n'a pas les mêmes intérêts. D'accord, super. Donc tu es là pour essayer de faire mieux, mais lui c'est sa marge pour remonter des dividendes. On n'est pas dans la même logique, les intérêts sont divergents. Pourquoi pas trouver des gens qui disent moi j'investis et je veux 3% par an, ou tu vois, et non pas 10, 15, toujours plus. Mais c'est vrai que c'est un changement de logiciel, c'est une économie partagée, mais capitaliste quand même. On n'est pas là pour... Non, mais Brigitte, quand je te parlais d'histoire, mais ça a déjà existé, ça. Les coopératives, etc. Ce que je dis, c'est... Mais peu importe, mais là, ça revient à peu près au même. Ça les gens mettent sur la table. Là, aujourd'hui, tu peux faire que des produits merdiques. On a perdu une pièce en 10 ans, on a perdu... D'accord, mais je veux dire, quelle solution? 3 pièces à 58 mètres carrés, ça marche plus. Donc, il faut changer de logiciel. Mais ce que je voulais dire, c'est que la domotique, la Smart City, on était tous sur une Smart City il n'y a pas très longtemps. Tu vas dans les salons immobiliers, c'est la Smart City qui est mise toujours. C'est toujours. Et c'est du marketing. Mais c'est du marketing. Donc moi, je suis pas contre pouvoir effectivement commander sa chaudière à distance, aucun problème. Mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas un but en soi, quoi. Donc il faut quand même repenser la ville smart, pourquoi pas. Mais je pense qu'elle est humaine, elle est intelligente. Si elle est humaine, elle n'est pas contre des intérêts Brigitte, je crois qu'on s'est pas compris. L'architecture. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut écouter les besoins des gens. Quand ils disent qu'ils veulent une maison individuelle, il faut comprendre pourquoi. Parce que vous êtes dans votre jardin, dans le truc, et vous êtes bien content. Donc il faut pas penser qu'ils sont tous tarés parce qu'ils veulent la maison individuelle. Phoenix, le mitage, c'est une horreur, mais ils ont des besoins qu'il faut qu'on entende. Parce que c'est pas nous les architectes qui avons raison, et on n'entend pas, on n'entend rien, on est sourd, et on n'a pas raison. Il faut entendre ce que les gens veulent. Il faut entendre. C'est pour ça que je reviens à l'humain, parce que pourquoi ils veulent leur maison et leur jardin? Parce que c'est quand même assez sympa. Donc comment refaire une ville avec ces avantages-là pour qu'ils aiment l'architecture? Parce qu'on est contre, en fait. Ils n'aiment pas l'architecture contemporaine. Moi, ça me pose question. Pourquoi les gens n'aiment pas notre architecture? C'est quand même embêtant. Moi, non, mais j'ai un point de vue là-dessus, tu vois, parce que je me suis, mon logiciel, bon, on dit la même chose. Évidemment qu'il y a des solutions plus intelligentes que celles des promoteurs qui font 25% de bénéfices. La question, c'est comment on sait les bloquer ou pas et quelle puissance publique peut le faire, parce que c'est pas le privé qui va le faire. Bon. Quand tu parles d'entendre les gens, de les écouter, si on le regarde bien, tu parlais du Danemark, si on le regarde bien, par exemple, quelle est la valeur du logement pour des gens? Effectivement, la pandémie, elle a accentué un certain nombre de choses, elle s'est fait poser une question, mais c'est à mémoire de forme, la culture. Elle va revenir très vite à la culture d'origine. En France, le logement a d'abord une valeur patrimoniale, c'est-à-dire financière. C'est pas le lieu où on construit la famille. C'est comme ça. Donc, il n'y a personne qui va prendre de risque, parce que si l'appartement... Au Danemark, tu sais très bien que tu as une action... C'est-à-dire, dès que tu es étudiant, tu achètes une action dans un endroit. Elle vaut 30 €, c'est rien du tout. Tu démarres avec ça. Et c'est en cumulant les actions que tu peux aller de copropriété en copropriété. Et donc, tu es propriétaire d'un droit d'habiter, en théorie, et pas que des murs. Donc voilà. Donc, écoutez les gens, je veux bien les écouter. Donc, moi, je les écoute à fond. À fond. Et je leur dis, putain, quelle est la marge? Tu vois, je vais voir le promoteur. Tu vois ce que je veux dire? Il faut regarder les choses comme elles sont. Comment on peut changer ça? Évidemment, on peut
passer des messages, tous tant qu'on y est, essayer de le faire. Mais il faut bien comprendre que derrière ces phénomènes, il y a des phénomènes culturels qu'on ne prend pas le temps d'analyser et on part simplement sur des idées en disant il vaudrait mieux que ça soit comme ça. Voilà. C'est sûr. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je te dis. Je suis en train de te dire que qui c'est qui va empêcher un promoteur de faire 25% de bénéfices? C'est l'économie qui pèse. Mais ça n'existait pas, les promoteurs, c'est nouveau. Pourquoi au Danemark, les logements? Si tu sais répondre à cette question, je suis d'accord avec toi. Pourquoi dans les pays du Nord, il n'y a pas que Danemark d'ailleurs, les logements, ils sont en copropriété, ils mettent en commun un certain nombre d'activités et ils ont des logements atypiques qui sont capables de développer de façon différente que nous. Voilà, c'est tout. Moi, c'est une question que je me pose. Et quand je me rends compte qu'ils ne sont pas propriétaires, c'est-à-dire ils le payent eux aussi, ils sont des actions, c'est-à-dire qu'ils sont capables de bouger et que c'est pas la même histoire que d'être propriétaire ad vitam aeternam de ton logement, ben ça fait une différence. Et qu'en France, la valeur du logement, c'est une valeur foncière patrimoniale. Voilà. Oui, mais quand je reviens à la question des promoteurs, 25%, tu dis on peut rien faire. Moi, il y a une chose que Brigitte mettra. Je dis pas qu'on peut rien faire, je dis j'ai pas trouvé quoi faire. C'est un peu différent. Mademoiselle, excuse-moi, votre prénom m'échappe. Alicia Orsini disent et qu'elle n'explique pas assez bien, c'est qu'elles sont en train de, c'est que leur action consiste à changer la division du travail. C'est-à-dire qu'elles interviennent dans des secteurs où l'architecture n'intervient pas classique. Quand tu dis on peut rien changer, parce que oui, c'est l'architecte simplement prend la commande, et il peut rien changer. Il peut voter. J'ai pas dit on peut rien changer. J'ai dit quels sont les éléments. J'ai dit qu'il fallait qu'on comprenne peut-être mieux. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on dit. Les mécanismes qu'on doit combattre, on les connaît pas parfaitement. C'est simplement ce que je te dis. Bah, si, parce qu'en fait, quand il y a un terrain... L'ordre a fait un travail. Tu les connais parfaitement, moi je les connais pas. Pas parfaitement, mais on sait que le terrain, même public, il y a des choses, des actions qu'on peut faire. La Glaise a fait le sénateur Laglaise a fait un rapport sur, par exemple, limiter le prix des terrains de l'État, ou tu vois, des établissements publics qui ne soient pas vendus de manière spéculative. Ça existe, c'est une directive européenne qui existe depuis 20 ans, 15 ans. Mais ça n'est pas le cas. Moi, j'ai un client... Oui, mais moi, c'est pas le cas. Je construis sur des terrains. Moi, je construis sur des terrains. Je suis désolée, ça s'est vendu très très cher. Et après, plus tu construis de mètres carrés, plus tu vends l'immeuble très cher. Et donc, tu densifies à fond parce que celui qui vend le terrain, eh ben, il comble son déficit, en gros, pour pas le nommer. Et puis, non, il y a vraiment une course qui renchérit la valeur des terrains, des mètres carrés, en tout cas dans Paris, la région parisienne, et ensuite du mètre carré. Plus tu construis de mètres carrés, plus tu vends le terrain cher, donc tu densifies pour ça. Donc il y a des mécanismes très très clairs qui sont de spéculation financière pure. Et ça, l'État peut acheter des terrains, la ville peut acheter des terrains préemptés, et il y a aussi la dissociation du sol et de la construction qui se fait avec les baux sociaux et solidaires, ça commence à se développer. Et il y a la mentalité française qui est vraiment ancrée dans la propriété privée, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des moyens, des leviers de la puissance publique pour contrôler cette spéculation, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que pendant des années, tous les architectes, tous tant qu'on y est, on a parlé de la densité, on a parlé d'une densité heureuse ou malheureuse, peu importe. On a parlé du fait qu'il fallait faire la ville sur la ville, qu'il fallait pas consommer de territoire agricole, etc. Et que ça a généré une telle augmentation du foncier, on dit la même chose, hein, on se comprend pas complètement, on dit la même chose, que les pauvres, ils peuvent plus habiter en ville. Voilà. Donc ces mécanismes-là, quand on reprend l'histoire et qu'on n'a qu'à regarder un certain nombre de conférences, on se rend compte qu'on disait tous que qu'il fallait construire la ville sur la ville pour des questions écologiques et tout, et que ça met les pauvres dehors. Je veux dire, on peut quand même tirer un certain nombre de bilan de ça. Là, je suis pas d'accord non plus. Tu peux pas accuser les architectes d'avoir densifié la ville. Il n'y a jamais eu autant d'étalement urbain que depuis 50 ans. C'est l'inverse qui s'est produit. Le mécanisme de spéculation foncière. Je te dis pas ce que les architectes peuvent faire. Les architectes, ils peuvent rien faire dans ce qu'on dit. Je te dis simplement qu'ils ont eu ce discours. D'avoir densifié la ville. Ils n'ont rien fait ils n'ont aucune influence sur l'évolution de la ville depuis 50 ans. Alors, je te propose de regarder tous les discours qu'il y a eu sur la densification et sur l'idée de la densification. Les discours, oui, bien sûr, on a apporté ça. Depuis 50 ans, c'est pas les architectes. On a apporté ça. Je te parle de ce qu'on dit, je te parle pas de ce qu'on fait. Vous l'avez validé, mais il a été manipulé d'ailleurs pour densifier qu'aujourd'hui.
Mais il a été utilisé. est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un fait, simplement, entre le discours des architectes et ce qui existe? Là, tu passes de l'un à l'autre. Je dis, les architectes ont prôné précisément la densification et le fait que la ville devait se construire sur la ville et qu'elle pouvait pas s'étendre ailleurs pour les territoriales. C'est pas faux d'un certain point de vue, mais d'un autre, ça a généré une ségrégation sociale abominable. Voilà, c'est tout ce que je dis, pas plus ni moins. Les architectes sont responsables de ségrégation sociale? Mais ils sont pas responsables, je te dis, ils ont porté ce discours. Oui. Mais je crois que le discours n'a pas beaucoup porté sur la réalité. Non, mais je crois qu'on est la responsabilité historique des architectes. Je sais pas trop si. Mais... Non, ce qui est vrai, c'est que le discours écolo, enfin environnemental, disait qu'il fallait pas se déplacer. Donc, pour éviter le déplacement et l'étalement urbain, il valait mieux construire la ville sur elle-même, ce qui est vrai. Mais après, ça a été repris par disons les promoteurs ou même les propriétaires de terrain. Il faut densifier, donc allons-y, on construit des tours et on construit plus parce que ça rapporte plus. Donc, ce discours, il a été un petit peu instrumentalisé pour faire plus de mètres carrés et augmenter le prix des terrains, ce qui a conduit au fait que les gens sont partis de plus en plus loin parce qu'ils pouvaient plus payer. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent plus payer leur logement. C'est que les enfants des parents ne peuvent plus vivre là où les parents vivent, enfin, etc. C'est un vrai problème. Donc c'est quand même économique. C'est pas les architectes qui ont voulu ça, mais c'est vrai qu'ils voulaient construire la ville sur elle-même. On l'a porté, moi aussi, puisque j'ai construit la ville sur elle-même, mais pas trop. Et là, c'est trop. Parce qu'il y a eu une instrumentalisation de ce discours qui est logique. C'est mieux de ne pas faire 40 km pour aller habiter et travailler là. Mais construire la ville sur elle-même, on revient à ce qu'on disait, le faire intelligemment. Et avec doigté, etc., on revient à ce qu'on disait quand même. Donc c'est des mouvements de balancier, il faut retrouver un équilibre. Mais... Non, mais il est de fait que la crise sanitaire, elle a culpabilisé quelque part. C'est en fait ça que c'est en disant vous avez trop densifié. Regardez après les problèmes que ça pose. Donc la question du sanitaire, quand on parle de distanciation, comment faire une densification versus distanciation. Il y a juste une équation assez difficile à régler là, mais par ailleurs. Surtout que les morts, ils sont dans les villes plutôt que dans les campagnes, quoi. Absolument. Voilà. Et on a même vu des régions qui étaient complètement intactes, qui n'avaient pas été touchées. Donc oui, mais on avait aussi à New York aussi qui ça touchait, qui on enterrait dans des fosses communes. On voit bien que c'était dans les quartiers pauvres. Donc on voit bien qu'il y a densité et densité. Il faudrait qu'on s'entende sur les termes. Vous n'avez pas du tout, aucun d'entre vous, parlé de la climatisation. Est-ce que vous pensez que dans si toi, à travers, t'as fait rendu hommage j'allais dire à une conception justement non technique, mais est-ce que dans les bureaux d'aujourd'hui, vous imaginez, je sais que Jean Nouvel l'a fait notamment à Barcelone et dans d'autres lieux, des bureaux sans climatisation. Est-ce qu'on peut faire des logements sans climatisation, sachant que la température va monter? On annonce que, je sais plus, en 2050, Bordeaux, ça sera Séville. Donc, est-ce qu'ils tiendront le coup là Oui, moi je suis en train de construire un bâtiment donc à Besançon, où c'est assez continental, il peut faire très chaud. Besançon, oui. Qui est quand même très chaud, continental et très froid, sans climatisation. Donc on est en bioclimatique, ventilation naturelle. Donc j'ai 3 bâtiments en bois avec donc des verrières où l'air peut rentrer, sortir, et c'est tout en bois avec un peu de végétalisation, mais pas du bois local, parce que c'est Simonin qui est quand même bien connu dans la région, il est quand même allé acheter son bois en Finlande. J'ai pas réussi à suivre la filière, mais bref. Et sinon, les bâtiments en béton sont aussi sans climatisation. Donc on a une surventilation, on a un CTA qui fait une surventilation, et on accepte 24-25 degrés. Et on a visité la semaine dernière avec le maire avant qu'il parte et le préfet. Donc j'ai mis des volets, j'aime pas parler de mon boulot, mais j'ai mis des volets, des BSO, sud-ouest, mais qui orientables, mais déplaçables, parce qu'il y a une vue magnifique. Donc j'ai inventé avec Tecnal le BSO orientable et déplaçable, parce que c'est pas la peine d'avoir ça. Et donc ils étaient contents, ils disaient mais il fait bon, il fait très chaud dehors, là il fait bon. Donc j'ai pas encore l'expérience, mais en tout cas on tente quoi, sans clim quoi, parce qu'il faut pouvoir ouvrir les fenêtres quoi. Enfin on l'a vu maintenant dans mon bureau à l'agence, les gens arrivent le matin, ils ouvrent toutes les fenêtres parce que les virus c'est dans les espaces confinés. Donc premier truc, on arrive, tout est ouvert, donc il faut ouvrir les fenêtres. Je pense que la climatisation elle a peut-être pas beau jour devant elle, j'en sais rien, mais en tout cas moi j'en mettrai plus. Je crois que Denis Dessy a demandé la parole. On va Denis, c'est à toi. Denis, tu as demandé la parole, je crois.
le temps que ça arrive. En Ardèche, ça va. Toi? Alors, si vous m'entendez. Oui, très bien. J'ai demandé la parole parce que autrement, je les aurais bien laissé continuer à débattre, nos deux amis. Mais Marc a raison dans la mesure où la question de comment arriver à infuser en fait les politiques, c'est une vraie question. Comment arriver à infuser nos discours quand on a une acculturation de plus en plus importante? La différence que l'on voit avec les pays que tu évoquais, mais également avec le Portugal ou l'Autriche, etc., c'est qu'il y a une culture populaire qui est bien plus grande que la nôtre. On est en train de devenir de plus en plus bouillon globalement, ce qui fait que la réflexion est de plus en plus difficile à faire passer et la culture sur le patrimoine et sur l'architecture sont difficiles. Donc c'est un vrai sujet permanent. Comment arriver à faire infléchir ce qui est en train de se construire? Sur la norme, c'est c'est la béquille de la médiocrité. La norme, il ne faut pas être contre. La norme et le règlement, c'est ce qui permet d'élever le niveau moyen de la construction. Par contre, quand on fait de la création et qu'on fait de l'innovation, quand on réfléchit aux meilleures solutions, on n'utilise jamais la norme et le règlement. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'imagine. On travaille sur des concepts et ces concepts-là amènent la solution. Et après, la norme, on est dans la norme ou pas dans la norme, mais en tout cas, la norme, c'est jamais un moteur de la création. C'est un moteur, une béquille pour les constructions médiocres, celles qui font partie de ce qu'on avait évoqué au début, d'un produit marchand. Voilà, ça sert à faire ça. Là, sur la climatisation, bien sûr qu'on peut faire sans climatisation aujourd'hui. Moi, je fais des hôpitaux dans le midi, en plein soleil, sans climatisation. C'est franchement pas facile, mais on y arrive. Le problème que l'on a, c'est que les modèles qu'on utilisait prévisionnels sur des conceptions d'il y a 10 ans ou 15 ans, on était avec des simulations de réchauffement climatique et de changement climat qui sont dès aujourd'hui dépassées. C'est-à-dire que nos prévisions d'il y a 10 ans ou 15 ans, on est déjà dans le mur, on est déjà dans le dur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental quand on conçoit, c'est d'arriver à être prospectif sur l'évolution climatique. Et là, c'est extrêmement difficile quand on essaye de trouver des systèmes réellement originaux. C'est qu'on est sur des modèles qui ne sont plus fiables et qui sont incontrôlables. Réellement incontrôlables. J'ai ressorti sur des bâtiments qui sont franchement, qui ont permis de faire avancer plein de données. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est aux limites possibles. Ce qui m'inquiète, et là, c'est la réalité économique de notre pays et de son fonctionnement libéral, c'est que on s'aperçoit que dans les futures normes, dans les discussions sur la réglementation, sur la RE 2020, par exemple, tout est fait pour pousser aux solutions d'électricité nucléaire. La climatisation est intégrée dans les solutions pour être conforme à la norme, ce qui fait que on voit bien que ce qui est normatif et réglementaire est également porté par des visées qui sont pas forcément l'intérêt général et elles traduisent le poids de lobby. C'est assez inquiétant. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en train de fabriquer des outils pour pouvoir continuer à utiliser l'électricité nucléaire et à utiliser la climatisation. Autrement, bien sûr qu'on pourrait, et bien sûr qu'on a fait des erreurs énormes, quand on voit tous ces buildings avec des rideaux plein sud, en plus fermés et étanches, on sait très bien que ce sont des catastrophes énergétiques, catastrophes en termes de santé, et donc c'est des choses qu'il faut arriver franchement à proscrire, et il faut penser différemment, et je pense que les architectes savent penser différemment. Marc, tu voulais rebondir sur le... Oui, je voulais te parler de cette question effectivement qui est en deux réponses, qui est complexe. C'est-à-dire, vu l'augmentation de la chaleur, on peut imaginer 50 degrés. 50 degrés sans climatisation, c'est super compliqué quand même. Aujourd'hui, je suis pas certain que ce qu'on fait en passif, en ventilation naturelle, en inertie, on sache faire avec 50 degrés.
Donc par rapport à ça, il y a deux pistes. Et il n'y a pas que la piste vernaculaire. La première, elle est sociale aussi. Quand tu parlais de Séville, les Espagnols, c'est François Jourda qui m'avait dit ça et ça m'avait beaucoup impressionné. Les Espagnols ont inventé une mesure HQE déterminante, c'est la sieste. C'est-à-dire qu'au moment où il fait trop chaud, ils ne bossent pas. Ouais. Mais ils vont l'abandonner, tu sais. Et oui, ils l'ont pas encore abandonné. Ils sont en train d'essayer de l'abandonner sous des prétextes que pendant qu'ils travaillent, les Danois ils sont rentrés, etc. C'est par rapport à des questions économiques du Nord. Ils travaillent le matin et le soir à la fraîche. Dans la journée, ils se mettent à l'abri parce que tu peux plus travailler. Donc ça, c'est une dimension. Alors, je sais pas qu'il faut faire la sieste. C'est une dimension. La deuxième, c'est que aujourd'hui, on peut quand même croire dans la technologie pour trouver des sources d'énergie complémentaires, des panneaux solaires ou des éoliennes. Pourquoi je ne croirais pas à ça? J'ai vu une émission incroyable sur la fusion d'hydrogène qui nous permettrait, alors c'est long, hein, on n'y est pas encore, hein, mais d'avoir une source d'énergie renouvelable, non polluante, à partir de l'eau. Donc, comment on se met dans cette hypothèse pour avoir une source d'énergie qui nous permettrait, dans les villes par exemple, de faire ça, d'avoir un autre mode de vie à la campagne? Comment on adapte? On parle tout le temps de cette question de la régionalisation du point de vue du climat chaud-froid, mais il y a aussi la régionalisation culturelle. C'est-à-dire qu'on peut mélanger les attitudes, les modes de fonctionnement, puiser dans l'histoire les ressources qui nous permettent de faire des choses de point de vue économique, circuit court, etc. Et puis aussi penser technologie. Penser technologie. Le jour où les avions ne pollueront plus, pourquoi on ne parcourrait pas le monde de nouveau? Je me suis senti frustré de ne pas aller voir d'autres cultures, de ne pas aller voir d'autres gens, de ne pas faire toute une série de choses. Attention au repli, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, ben, pour l'anecdote, justement, on a un sujet qui est complètement dans ce thème de la climatisation. On travaille sur une cave à vin, justement, où le but, au-delà même de vivre dans un climat qui est, on va dire, confortable, c'est atteindre 15 degrés toute l'année. Donc, pour avoir un processus de vinification optimum. Donc, ça a été la demande de la maîtrise d'ouvrage. Donc, du coup, on s'est emparé de ce sujet. Donc, avant même de travailler sur un dessin ou une forme, on a dit, on va faire un bâtiment qui est complètement au service pour nous, vraiment de ce défi, qui était vraiment un défi pour, bien sûr, le mettre en place sans climatisation, parce qu'après, vous pouvez voir des gros hangars avec des grosses clims, ça fonctionne, hein, et on peut avoir du très bon vin, mais l'idée, c'était vraiment de sortir de tout ça. Donc, on est en train de travailler, donc on s'est entouré hein, de plein de bureaux d'études qui pouvaient nous aider justement à faire tout un tas de simulations. Et donc, du coup, on est sur un territoire granitique. Et donc on s'est dit, on va faire, en fait, à l'époque, bon, en Corse, ça se fait toujours aujourd'hui. Les bergers en montagne, en fait, ils faisaient des trous, donc qu'on appelle, on va dire les cagiles, ça s'appelle, où ils stockaient le fromage. Et on s'aperçoit que quand on va dans ce genre de petits abris, hein, où il faut carrément ramper au sol pour pouvoir y rentrer, il fait toujours frais. En plein été, il fait toujours frais. Donc on a dit bon. On va voir, voilà, c'est vraiment un système ancestral, on va essayer de faire pareil. Donc du coup, l'idée du projet, c'était complètement de s'enterrer. Donc on a travaillé sur vraiment on a fait tout un tas d'études de sol à différents endroits où justement on s'enterre. Donc on vient mettre en place, on va dire, on met le granit à nu, donc pour utiliser vraiment l'inertie de la masse de la terre et la température de la terre. Et ensuite, les murs qu'on a besoin de soutenir, on a fait carrément des murs poreux. Parce qu'on a besoin à la fois d'une température très basse et d'une hygrométrie avec une certaine, voilà, pour amener vraiment cette hygrométrie importante pour mettre en place la vinification. Et on s'aperçoit que, bon, bien que on ait mis en place un système qui, on va dire, on ne prend pas le soleil, on est enterré, voilà, en plein mois d'août, on atteint 20,5 degrés.
Voilà, donc c'est déjà pas mal, mais on s'aperçoit que même en s'enterrant avec le réchauffement climatique, sans avoir aucun apport lumineux, on a vraiment du mal. Bon, après 15 degrés, c'est vrai que c'est une température qui est très très basse. Mais bon, du coup, c'était intéressant de faire vraiment de cette expérience où on s'est dit, bon, voilà, on peut voir à combien on arrive. Donc, c'est vrai que le caractère de l'inertie, dans la qualité de vie, le confort d'été, c'est quelque chose qui est, on va dire, capital, primordial. Nous, en Méditerranée, on travaille beaucoup sur cette notion-là. Voilà. Et pour finir l'anecdote, du coup, on a la chance sur le terrain d'avoir une ressource en eau importante, un puits artésien. Ça a la caractéristique d'avoir, donc c'est un puits avec de la pression, de l'eau qui est à 12 degrés, on va dire toute l'année, et on va essayer de faire cheminer cette eau dans le bâtiment pour encore baisser la température. Donc bon, après voilà, c'est peut-être on a peut-être les ressources, tout ça qui nous permet de le faire, mais ça peut des fois. Je peux te poser une question. Une question qui m'intéresserait, c'est de savoir, les Corses, avant qu'il y ait la climatisation, comment ils faisaient à faire du vin? Est-ce qu'il était vraiment plus mauvais que le vin qu'on nous oblige à faire à 15 degrés? Non, pas du tout. Mais de toute façon, tu vois ce que je veux dire? Vin, c'est déjà pas mal. Hein, voilà, il s'adaptait. De toute eh façon, oui, on voilà. le voit. On voit ces anciens stockages du Enfin, fromage. je veux dire, on croise des critères qui viennent pas du même niveau, donc c'est ça qui est intéressant. Exactement. Même, on voit que de toute façon, les territoires et l'architecture, notamment en Corse, elle est dictée par vraiment le confort d'été. On peut voir qu'on a des bâtiments massifs, compacts, des petites fenêtres qui sont orientées au nord. C'est voilà. Aujourd'hui, on dit l'ancien, il y a des petites fenêtres. Oui, mais justement. Il concevait dans cette logique-là, quoi. Oui, mais pour continuer sur ce même terrain et pour renouer avec l'idée de la sieste, c'est que moi j'ai pu le vérifier, c'est qu'ils savaient se servir du bâtiment aussi. Et cette dimension dans le développement durable, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'ils savaient ouvrir la nuit, fermer les volets dans la journée, tourner avec la course du soleil. Enfin, voilà. On vient des mêmes pays, donc on voit bien comment se servir d'un bâtiment, c'est pas inné. Hein. Et il y a un phénomène culturel et un phénomène architectural, et en même temps, il faut qu'on interroge les critères qui nous amènent à prendre des décisions d'une manière ou d'une autre. Oui, mais comme tu dis, sans bien sûr être dans la nostalgie de ce qui se faisait auparavant, en intégrant bien sûr les techniques actuelles, les nouvelles technologies, voilà, sans être, sans vouloir non plus mettre en place des systèmes qui sont complètement obsolètes. Hein. Avant de prendre deux, trois questions dans la salle, je voudrais poser une question à Simon. Est-ce que les étudiants, eh bien, ils sont plus qu'avant, justement intéressés par ces questions dont on vient de parler, là, du climat, de l'inertie, justement sous ces angles techniques? Est-ce que les cours sont développés beaucoup plus? Est-ce que tu sens, à part je dirais pas une mode, c'est pas du tout ça, mais est-ce que, au-delà de l'intérêt, il y a une vraie demande de connaissance des futurs architectes là-dedans pour justement construire autrement? Ou bien non, ils sont plutôt fatalistes et ils pensent que on suivra les technologies? Non, je pense qu'ils sont extrêmement demandeurs. Ils sont animés par toutes ces questions-là. Ça, c'est une certitude. On pourrait même dire qu'ils nous poussent, et c'est très bien. C'est des sujets qui les préoccupent beaucoup. Hein. Voilà. Et on le voit, nous, ça se traduit de différentes manières, y compris du point de vue associatif. C'est-à-dire que, par exemple, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, il s'est créé une association dédiée uniquement aux questions environnementales, avec laquelle on travaille pas mal pour, par exemple, imaginer une gestion différenciée des espaces extérieurs autour de l'école, voilà, changer de pratique, imaginer d'autres manières d'entretenir les espaces verts, imaginer aussi changer nos comportements en termes d'usage voilà, ça, par exemple, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, c'est banni depuis quelque temps. On a banni l'usage unique du plastique. Et tout ça de concert avec les étudiants. Donc, non, ils ont totalement conscience que ça fait partie des enjeux voilà,
d'enjeux majeurs pour leur génération. C'est-à-dire que, en fait, ils comprennent bien que, en fait, l'héritage qu'on va leur laisser est terrible. Il est terrible. On se rend pas compte à quel point on est dans une situation de dépassement dans tous les niveaux. Et moi, je crois pas comme toi, Marc, que les technologies vont nous sauver. Ni le marché ni les technologies vont nous sauver. Je pense qu'il faut arrêter de penser ça. C'est urgent. Les technologies, d'une certaine manière, elles peuvent résoudre des questions, mais il y a toujours un temps de retard. Il y a un temps d'investissement nécessaire pour tendre vers des technologies plus vertueuses. Aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence extrême. Donc moi, je suis un chantre des basses technologies, je vous le dis franchement. Je pense que c'est urgent de revenir au low-tech. Parce que, en plus, les technologies, elles ne font qu'accroître en fait notre dépendance à des métaux rares, des ressources qui aujourd'hui sont quasiment, elles n'existent quasiment plus. On le voit bien avec nos portables respectifs et les batteries et autres. On le sait. Je veux dire, le rapport Meadows l'a déjà dit dans les années 70. On sait que en fait, la question des ressources, on se heurte à une vraie difficulté. C'est-à-dire que plus on s'approche de la limite, plus le coût va devenir exponentiel. Et à un moment donné, on va se heurter à un plafond. C'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'on voit sur le chantier, le coût des matériaux augmente, etc. Ça reste encore raisonnable, mais jusqu'à quand? À un moment donné, est-ce qu'on pourra encore faire des couvertures en zinc? Encore faire... Vous voyez, enfin, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser, quoi. Non, Simon, je suis pas en train de... C'est toujours difficile de se faire comprendre. J'ai pas dit que les technologies allaient nous sauver. J'ai dit qu'il fallait faire avec les technologies. Et par exemple, si on regarde juste les choses de façon très objective, le confinement, sans les nouvelles technologies, ça aurait donné quoi? Ah bah ça, on Attends, en a parlé la dernière fois. Sans les connexions, sans les trucs et tout. Donc voilà. Il n'aurait pas été réussi à un sondage très précis. Voilà. Je dis simplement que, à l'échelle européenne, évidemment, il y a urgence absolue aujourd'hui, et on est d'accord là-dessus, d'aller vers les low-tech. C'est une direction que pas mal d'archi prennent. C'est celle que je prends dans les bâtiments que je fabrique aujourd'hui. Bon, voilà. Ça, on est d'accord là-dessus. Ce que je dis, c'est, il faut faire attention de ne pas oublier cette perspective. Il faut faire attention de conjuguer les technologies les plus pointues, parce que c'est quand même fascinant qu'en une demi-heure, tu te retrouves avec des gens, ton agence qui travaille à des kilomètres, voire des centaines de kilomètres, et tu continues à produire. C'est merveilleux. Je veux dire, il faut quand même regarder ce qui s'est passé. Il faut faire avec. En revanche, ce qui me rend optimiste, moi, et je vais faire un parallèle pour sortir de l'architecture, parce que quand on est dans l'architecture, on parle toujours entre nous. Et ce que tu dis des écoles d'archi, je le ressens vraiment, très profondément, et je le vois dans les écoles d'art aussi. Je m'intéresse beaucoup à la Villa Arson, et la Villa Arson était constituée autour de l'idée de réussite, la compète et la réussite des artistes. C'est-à-dire, les étudiants étaient dans la Villa Arson pour faire un art et être collectionnés par les grands collectionneurs qu'on connaît, c'est-à-dire devenir riches et célèbres, etc. Ils étaient organisés comme ça. Et ces grands collectionneurs avaient des émissaires qui allaient dans les écoles d'art pour essayer de voir, en deuxième ou troisième année, les étudiants qui avaient un potentiel pour les acheter très tôt, comme le mercato, comme on va voir des joueurs de foot en Afrique ou ailleurs. C'était hallucinant, hallucinant. Bon. Les étudiants ne sont pas idiots. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ce modèle-là, il ne pouvait pas suffire. Aujourd'hui, la Villa Arson est organisée autour de réflexions sur le post-genre, sur les migrants. Ils accueillent des migrants comme les phénomènes qui sont passés dans la vallée de la Roya. Ils pensent la société d'une autre manière, d'un point de vue politique et social. Ils sont en train de faire des liens avec l'université, parce que la Villa Arson est en lien avec l'université, pour voir du côté de l'anthropologie, des sociologues, etc., ce qui se passe sur les mouvements de fond. Donc on peut être optimiste, raisonnablement optimiste. Mais à condition, je le répète, de regarder ce qu'il y a de bien dans ce qui se fait aujourd'hui. Et le confinement, pour ça, c'est une vraie leçon. Le confinement, sans ces technologies qui nous ont permis d'être ensemble, malgré tout, même si ça, on en parlait en aparté tous les deux, même si ça remplace pas tout, comment conjuguer la tradition et toutes les technologies qu'on peut utiliser en mettant de côté celles qui sont nuisibles, évidemment. Mais ça, c'est un arbitrage permanent. Il nous reste 10 petites minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que... Voilà. Suzanne Stacher.
Brigitte, vous avez adressé un point, je pense, très intéressant et très important, qui est relativement peu développé en France, et j'ai jamais compris pourquoi, en fait, parce que c'est cette question du droit du sol, c'est cette question du foncier, en fait, que les villes vendent au plus cher, aux investisseurs qui construisent le maximum. Cet effet-là, c'est déjà produit à la fin du 19e siècle. Et nombreux pays ont réagi en instaurant des coopératives de construction, en renouvelant le droit du sol, en instaurant un droit de baux, comme vous avez évoqué, effectivement, où le sol reste dans la possession des communes et où les entrepreneurs peuvent avoir le droit de maximum une centaine d'années pour construire dessus en faisant leur profit, mais après le bien reste dans les mains des communes. Pourquoi cette prise de conscience de cet point important, ça s'est jamais vraiment développé en France, et comment on pourrait, face à la crise actuelle qui n'est pas seulement écologique mais aussi économique et sociale, comment on pourrait avancer dans cette direction-là? Mais je pense que Marc a raison sur un élément un peu culturel, c'est-à-dire que le français, il aime sa terre. Enfin, on est un pays de paysans, enfin un pays. Tout le monde aime la terre, tout le monde est paysan. C'est pas seulement en France. Mais en même temps, de sa propriété, la propriété, l'instinct, enfin la propriété, c'est le patrimoine, on transmet aux enfants, c'est assez important dans l'inconscient culturel français. Par contre, il faut expliquer que il faudrait pouvoir présenter, ça, en parler un peu plus. L'argent aussi est sale en France, on n'en parle pas, hein, on regarde pas. Donc tout ce jeu financier, il se voit pas. On n'en parle pas parce qu'en fait, c'est pas dans les pays protestants, l'argent, on en parle. Ici, c'est plus caché. Donc, il faudrait l'expliquer, cette spéculation, parce que c'est monstrueux. C'est ce qui produit des petits logements. C'est ce qui produit le fait qu'on investisse avec le cellier, etc. On va pas visiter ce qu'on achète. Et en fait, on fait des logements en fonction de ce que les gens peuvent payer. Ils ont 200 000 €, ils peuvent mettre sur la table. Et du coup, on construit ça. La solvabilité. La solvabilité, c'est ça qui fait construire. Et ensuite, le banquier veut un bilan à 15%. Pour prêter l'argent, il veut 15% de revenus, parce qu'il veut pas prendre de risques. Ce mécanisme financier, comme on n'en parle pas, il n'est pas connu, méconnu, c'est un peu dans les salons, voilà. Je pense qu'il faudrait en parler, parce qu'il y a des maires à Rennes qui commencent à faire les baux solidaires, hein, je me souviens plus parce que là les noms, etc. Ça commence à venir. Je pense qu'il faudrait communiquer dessus, expliquer ces mécanismes et dire cette terre, elle est à tous et il faut vraiment pas qu'on spécule dessus pour pouvoir reloger les gens là où ils veulent être, quoi. Enfin là où ils ont besoin d'être. Donc c'est un vrai sujet. Il y a un problème culturel et il y a un problème de communication et le rapport à l'argent. Il est moins facile en France. Donc je pense qu'il faut dire les choses et voilà. C'est ça qui fait qu'on peut plus loger, quoi. 1 égale 2, quoi. Enfin, c'est culturel. Mais je pense que si on en parle, si on écrit dessus, si on communique, ça peut faire changer les choses. Moi, je pense que c'est très important parce qu'en Allemagne, par exemple, ils ont réagi beaucoup trop tard. Ils ont vendu toutes les propriétés de l'État. Munich est devenu extrêmement cher. Berlin est aussi, beaucoup des villes ont vendu tout le territoire. Ils se sont rendus compte au cours des années 90, 2000, c'était déjà trop tard. Maintenant, les villes ils font presque banqueroute parce qu'ils n'ont plus de terrain. Donc, la Suisse était plus prudente, l'Autriche aussi, le Danemark aussi. Oui, Vienne, c'est du logement social à 80%, oui. Je crois, ou 70%, hein, c'est ça? Un très haut pourcentage, oui, effectivement. Donc, mais je pense qu'en France, on arrive à un point où il faut vraiment qu'il y ait cette prise de conscience, parce que sinon, il y aura, la ville va être que pour les multimilliardaires au bout d'un moment. Et comme ils pourront plus voyager, c'est embêtant, elle va se vider. Non, mais c'est ça, ouais. Je plaisante, mais... Il y a une réponse historique que je voudrais donner à Suzanne, quand même, qui d'ailleurs explique beaucoup, effectivement, sur non pas le fatalisme de Marc, mais effectivement un certain pessimisme qu'on peut avoir sur les processus. C'est que les villes françaises n'ont pas eu le droit d'avoir d'agences foncières, d'acheter du terrain. C'était interdit aux villes. Les seules villes qui avaient le droit d'avoir... il a fallu attendre la fin de la reconstruction pour que les villes aient le droit d'acheter du foncier. Alors que finalement, la Großstadt allemande, la manière dont l'économie urbaine se met en place en Allemagne et dans les pays nordiques d'ailleurs, fait qu'au 19e siècle, les villes ont le droit d'acheter du terrain et donc de gérer les prix. Voilà. Et c'est vrai que les villes françaises, c'est une course, on n'a jamais pu récupérer ça. Les seules villes, c'est Strasbourg et Metz, comme par hasard, parce qu'elles
elles étaient passées au régime de la Großstadt en 70. Alors je ne veux pas faire l'éloge de l'annexion, hein, mais c'est les seules villes qui avaient des offices fonciers. C'était la Troisième République, elle n'était pas du tout interventionniste. La ville, c'était tu gérais les naissances, l'inventairement, tu faisais pas du développement urbain. C'est important dans le retard pris après. Non, mais ensuite, aujourd'hui, il se cumule avec un autre phénomène, c'est que les villes, elles sont facteurs d'exclusion sociale. Enfin, il y a un moment où on peut être optimiste, ça va devenir tellement caricatural qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Mais si on prend Paris, elles se fragilisent parce qu'elles sont monofonctionnelles aujourd'hui. Elles tournent autour du tourisme. On ne peut pas se loger à Paris parce que la moitié est en Airbnb. Donc, comment Paris va survivre? C'est intéressant quand même, hein, de voir comment elle va survivre à cette crise, si tant est que pendant 2 ans, il n'y a aucun touriste qui peut venir. Voilà, on peut avoir raisonnablement quelque espoir d'imaginer que les villes peuvent se développer autrement, mais pour l'instant, on est dans une situation de crise. Ouais. Oui, ils vont commencer à s'intéresser à ce sujet, mais avec une intervention de l'État. Ce qu'on est en train de dire, et tout à l'heure, je veux dire, les architectes, on s'est peut-être pas compris, mais les architectes, ils ont participé à certains discours, mais s'il n'y a pas un équilibre entre l'État et le privé, ça ne pourra pas marcher. Donc c'est une volonté politique. Et Denis disait la même chose. Après, comment on arrive à convaincre l'État, c'est un autre sujet. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique, absolument. Et du coup, il ne faut pas qu'on laisse le terrain politique libre, nous comme architectes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je crois que Denis est d'accord là-dessus. Il a 10 secondes de retard. Denis, tu veux rajouter un mot avant que nous nous séparions tous? Il faut qu'il y ait une volonté politique, absolument. Et non, je crois qu'il n'a pas entendu là. C'est, voilà. Il y a 10 secondes de retard. Denis, tu veux rajouter un mot avant que nous nous séparions tous? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Non, là, vous ne m'entendez pas. Si. Oui, je suis d'accord avec toi, Marc, évidemment. Je voulais rajouter un mot. La prochaine fois, j'essaierai de ranger l'agence parce que là, on voit que c'est vraiment pas top sur le fond. Là. Bon, non, je crois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, qui donneraient envie de continuer, mais merci pour l'intelligence de vos débats et pour également avoir tenu jusqu'à cette heure-là. Moi, je dois vous laisser. En tout cas. Je vous remercie tous. Évidemment, on ne clôt pas le sujet puisqu'il y a un 3e débat spécifiquement sur le logement, qui est un très, très, très gros sujet. Est-ce que tout le monde aura un balcon demain? Ça a été la grosse demande et autres. Est-ce que le logement pourra permettre de travailler, d'éduquer et de dormir aussi? Est-ce que tout ça, et sans oublier cuisiner, hein, faut pas oublier, tu as beaucoup parlé du jardin, du potager, tout aller sur le toit et tout. Enfin bref, on va beaucoup parler de ça et donc de la fabrique du logement. Et je pense que ce débat va être assez chaud. Je sais pas, quelque chose me dit. Donc, surtout, ne ratez pas ça. Ça sera le 16 juillet. Donc, merci Denis depuis l'Ardèche. Merci Simon. Merci Alicia. Merci Marc. Et merci Brigitte. Voilà, merci à tous.